Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors aujourd'hui, on est gâtés, les joueurs d'AOS. On a un nouveau General Handbook qui vient tout juste de sortir. Alors premièrement, les gars, j'aimerais ça savoir votre impression sur le General Handbook, là, vraiment très général. Qu'est-ce que vous en avez pensé après une première lecture? Ben, écoute, moi, j'ai vraiment apprécié le nouveau General's Handbook. Puis, tu sais, je pense que General's Handbook devrait pas amener des grands changements structurels au jeu. C'est une mise à jour, c'est un petit changement du méta, oui, mais rien de trop débalancé. On l'a vu avec le plus récent, avec le précédent, pardon, avec Bounty Hunters, entre autres, qui était une règle qui est venue vraiment trop bouleverser le méta, avec une règle peut-être un petit peu débalancée, puis je pense qu'il faisait vraiment pas l'affaire de tout le monde. Dans celui-là, on ne sent pas qu'on a ces règles-là qui sont vraiment trop fortes ou trop no-brainers, si on veut. Donc ça, je pense que c'est une des choses qui marque beaucoup. La deuxième, j'adore vraiment aussi les nouveaux plans de bataille et ceux qu'on a conservés, parce que, on va divulgacher un peu plus tard, on a conservé 6 plans de bataille du précédent et on a 6 nouveaux plans de bataille. Et en tant qu'organisateur d'événements, il y avait malheureusement dans le précédent un 5-6 plan de bataille qui, en jeu compétitif, ne faisait pas vraiment partie des plans pour différentes raisons. Donc, on roulait toujours les mêmes plans de bataille. On l'a joué Prize of Galette très souvent, là. Donc là, je pense qu'une belle polyvalence, une belle diversité. Donc, au premier coup d'œil, là, je pense que c'est une belle réussite, des beaux ajouts, des belles petites règles additionnelles. Moi, j'aime bien. Ouais, je suis du même avis. C'est vraiment un beau vent de fraîcheur. En fait, ça va changer le méta, pas bouleverser le méta, mais juste venir donner un vent de fraîcheur aux listes, aux approches tactiques. Alex l'a dit, des nouveaux battle plans qui vont nous amener à penser nos listes différemment, penser nos stratégies différemment. Donc, je pense que c'est l'idée d'un nouveau General Handbook tous les 6 mois. Comme Alex l'a dit, on veut pas des changements énormes, on veut pas avoir à repeindre la moitié de notre armée, mais on veut quand même arriver avec un certain vent de fraîcheur. Peut-être qu'un GHB aux 6 mois, c'est un peu fréquent pour les gens qui sont des joueurs très occasionnels, qui jouent une fois par mois, par 2 mois. Ça fait beaucoup de nouvelles règles à se réapproprier à chaque fois. Mais pour des joueurs comme nous qui jouons hebdomadairement, c'est vraiment, vraiment, je pense, un bel ajout aussi, cette nouvelle habitude-là de Games Workshop de nous donner des petits changements tous les 6 mois. Alors ben moi j'aime ça parce que les Nightons sont encore meilleurs dans cette édition-là, mais ça, on le verra plus tard. Alors, on va Exact. commencer. D'abord, le General Handbook tourne autour de ce qu'ils vont appeler les Galatian Champions. Les Galatian Champions, ce sont des héros qui ont survécu aux batailles précédentes et qui se sont élevés au rang de champion. Alors, c'est quoi un Galatian Champion en termes de règles de jeu? C'est un héros avec une wand caractéristique, un nombre de wands inférieur à 10 et qui n'a pas de monture. Et il ne faut pas non plus qu'il soit nommé, donc c'est pas un héros unique. La plupart des armées ont des Galatian Champions qui servent généralement d'unités qui vont aller buffer d'autres unités. Alors, tout tourne autour de ça. La première règle qu'il leur est donnée, c'est de key to Victory, la clé pour la victoire. Alors, les Galatian Champions qui sont à 1 pouce d'une unité Battle Line ne peuvent pas être la cible d'attaque de tir. Ça, je pense que c'est la grosse règle, en fait, le gros changement de ce GHB-là. Et ça va bénéficier à tellement d'armées qui, justement, tu l'as mentionné, souvent ces héros-là sont des héros qui vont venir augmenter les aptitudes d'unités plus près et donc d'être capable de les cacher, de les protéger du tir adverse. C'est vraiment important. Il y a beaucoup d'armées. Tantôt, tu faisais allusion au Nighton. Je vais me permettre aussi un petit commentaire tout à fait peu objectif. Les Fire Slayers aussi vont en bénéficier grandement. Mais donc, ça vient justement brasser un peu les cartes au niveau tactique. Puis ça vient peut-être dire, ben, peut-être que des monstres, je vais en jouer moins, ou des héros sur des montures, par exemple, pour vraiment avoir des buffs, des augmentations peut-être plus sécuritaires, donc peut-être plus facile à aller chercher parce qu'ils vont être plus difficiles à les cibler. Notons par exemple que ça s'applique aux attaques de tir, pas nécessairement aux attaques de magie, par exemple, ou aux sorts persistants, qui viennent de prendre la valeur aussi au niveau tactique dans ce nouveau GHB-là. On a essentiellement trois types de héros à moins de 10 points de vie. On a ceux qui sont des totems, qui sont là pour buffer, donc pour donner des habiletés, des bulles d'habileté, pour augmenter l'efficacité de nos autres unités. On a des magiciens qui sont là pour faire de la magie ou des prêtres, qui vont souvent pouvoir buffer, mais qui vont aussi pouvoir être offensifs. Puis on a des héros à pied qui cherchent à eux, qui sont supposés être des héros de combat. Donc,
l'idée des Games Workshop, c'était d'amener ces héros-là à l'honneur. Je dirais mission réussie à 80%, pas à 100%, au sens où les héros totems et les héros magiciens, eux, c'est vraiment une grosse augmentation. Leur jouabilité est vraiment, vraiment augmentée parce qu'on ne souhaite pas les amener en combat, donc ils restent à l'arrière, protégés par une battle line. On ne peut pas les tirer de loin, à moins qu'on ait vraiment de la magie ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment mission réussie. Pour les petits héros qui sont là pour aller se battre au combat, la mission est moins réussie ici. Donc, souvent, en plus, on les voit pas souvent dans les listes parce que ils sont généralement fragiles, ils frappent pas assez fort pour leurs points. Fait qu'à moins Bouge qu'ils aient pas assez aussi un vite. rôle tout à fait où ils se déplacent pas assez vite. Donc, à moins qu'ils aient un rôle totem en plus, ils sont pas joués. Et là, comme c'est des héros qu'on va amener au combat, ben, ils sont protégés du tir, oui, mais ils sont pas plus protégés du combat. Donc, leur utilité est pas rehaussée par ce nouveau GHB-là. Donc, par contre, on va le voir tantôt, il y a un bataillon qui peut les rendre un brin plus utiles et aussi une série de deux command abilities qui vont pouvoir être faites. On en reparle tantôt. Donc, je suis très satisfait. C'est beaucoup plus réussi que dans l'autre GHB où on essayait de mettre les battle lines à l'honneur, mais finalement, avec Bounty Hunters, chasseurs de primes, on a fait le contraire. Là, ici, c'est réussi, sauf peut-être pour les petits héros qu'on veut amener au combat. Ensuite, autre petite règle spéciale pour les Galatian Champions, si tu joues en deuxième, on a eu ça jusqu'à maintenant dans toutes les saisons, la saison 0, la saison 1, ils essaient de donner un incitatif à ne pas prendre le premier tour puis à jouer en deuxième. Alors dans ce cas-ci, si tu joues en deuxième, à ta phase de héros, ton Galatian Champion, tu peux en choisir un qui va faire 2 actions héroïques au lieu d'une seule. Un bel ajout, c'est pas, puis en plus, je sais pas si tu le mentionnais aussi, mais on a des nouvelles actions héroïques également qu'on peut utiliser, dont une justement, en fait, les deux se font à la chaîne, une après l'autre. Donc oui, c'est un bel ajout, puis je pense que tout ce qui est incitatif, on va le voir aussi dans les plans de bataille, mais tout ce qui est incitatif pour éliminer les irritants, entre autres, on sait que le double tour est toujours quelque chose qui est controversé. Il y a des gens qui l'adorent, d'autres qui le détestent. Mais tout ce qui est un incitatif pour avantager un joueur à ne pas prendre le tour, donc à ne pas nécessairement coller le tour, c'est le bienvenu. 2 actions héroïques, c'est quand même pas nécessairement banal. C'est potentiellement un point de commandement et potentiellement également un Heroic Recovery, par exemple, ou un Finest Tower. Donc, il y a des belles possibilités à faire. C'est un changement qui ne vient pas briser le jeu. C'est un changement qui est juste intéressant, puis c'est un petit incitatif de plus à avoir. Le bémol je suis d'accord avec toi, Alex, le bémol que j'apporterais, c'est que comme cette possibilité-là de faire 2 actions héroïques ne se passe qu'à notre tour, ben, souvent, on va pas avoir tant d'options pour faire 2 actions héroïques avec un même héros à moins de 10 points de vie. Parce que le Heroic Recovery, donc le fait de se guérir, est pas si souvent utile sur ces petits héros-là. Souvent, ils sont des héros totems qui sont à l'arrière, qui sont pas blessés. Euh, Choisir de faire en sorte que notre héros puisse dissiper un sort de plus, ben, c'est notre phase de héros, l'adversaire lance pas de sort, donc à moins qu'il y ait un sort Mhm. persistant qu'on veuille dissiper, on n'utilisera pas ça. Donc, on se fait un point de commandement, puis à moins qu'on ait besoin de Finest Tower sur un petit héros totem, à notre tour. Tu sais, fait que moi, dans les quelques parties que j'ai jouées jusqu'à maintenant, j'ai rarement vu d'occasion où c'était vraiment, j'avais 2 bonnes habiletés héroïques à faire, sauf dans le cas du bataillon dont on va parler très bientôt. Avant de parler du bataillon, on va juste parler, par exemple, des 2 actions héroïques qui se sont ajoutées, justement pour les Galatian Champions seulement. Alors, la première action, je vais présenter les deux parce qu'elles se font à la chaîne. La première action, c'est Strike at the Opening, frapper l'ouverture. Alors, on prend un champion qui est à 3 pouces d'unité ennemie, puis ce héros-là peut combattre dans la phase de héros et il va avoir la règle Strike Class rendue à la phase de combat. Donc, si on a un héros qui est à 3 pouces d'unité ennemie en phase de héros, on peut frapper, mais on l'a dit, il y en a pas beaucoup des héros de moins de 9 points, de moins de 10 points de vie qui cognent vraiment fort. Là où ça devient intéressant, c'est que si on a pris un bataillon qui permet d'avoir une unité de bodyguard, on peut enchaîner une deuxième action héroïque qui est menée par l'exemple. Et là, dans ce cas-ci, le Galatian, le champion, après avoir frappé, va faire frapper une unité de Galatian champion qui est entièrement à 6 pouces de lui et qui est elle aussi à 3 pouces d'une unité ennemie. Donc là, ça commence à faire une force de frappe qui peut être intéressante parce que l'on peut imaginer, par exemple, sur le Black Grave Lord, des Grave Guards qui sont des bodyguards et qui vont frapper en face des héros. Ouais, c'est très bien. Puis en fait, c'est que c'est un autre outil qu'on peut avoir dans notre manche.
combien de fois c'est arrivé qu'une unité, ça peut être un champion, une unité, peu importe, était en combat au début de notre tour avec une unité qui restait 1 point de vie, 2 points de vie, puis on se dit, ah non, je suis bloqué là, je peux pas bouger, je peux pas faire. Mais là, c'est une opportunité de dire, ah parfait, je réussis à éliminer une unité, c'est une action héroïque, ça me coûte rien. Oui, je vais avoir frappe en dernier, mais après, je peux dégager potentiellement mon héros ou d'autres unités pour prendre un objectif, pour charger notre unité. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas game breaking et il faut faire cette action-là. En fait, si on veut faire ça à la chaîne, faut être le joueur 2 en fait, pour avoir les deux actions héroïques. Donc, je trouve que c'est un beau garde-fou quand même pour éviter certains abus. Donc, moi, c'est un ajout qui est intéressant. Ça amène une couche de réflexion additionnelle, mais ça reste quelque chose qui est bien. Tout à fait. Et ça coûte un bataillon aussi pour pouvoir utiliser les Oui, deux habiletés héroïques exact. parce que ça prend des gardes du corps. Donc, il y a vraiment plusieurs garde-fous, comme tu l'as dit, sur une habilité qui est potentiellement vraiment très forte. Euh, Puis il y a quand même, là, ça va profiter davantage à certaines armées que d'autres, hein. On peut penser que, par exemple, les Ogre avec le tyran, c'est un héros qu'on veut amener en combat. Je l'ai joué, un tyran avec 8 Iron Guts. C'est amusant de faire attaquer les deux en face de héros. Les Require Clans aussi, avec les Iron Jaws, ont des bons héros de combat. Donc, il y a certaines armées qui vont pouvoir profiter de ces habiletés-là, certainement. Ensuite, on passe à d'autres petites habiletés qui ont été ajoutées parce que le manuel général est un petit peu plus étoffé. On a un petit peu plus d'options dans celui-ci que dans les précédents. Alors, comme dans les Mhm. précédents, par exemple, on a de la magie, on a un sort en particulier. Et c'est un sort ouais, c'est ça, je voyais, mais en fait, c'est moi qui devais faire ça, parce que je l'ai suivi hier soir, c'était vraiment agréable. Alors, on prend un objectif qui est à 12 pouces, on lance le sort sur 6 ou plus. Et dans le fond, on prend toutes les unités qui sont à 6 pouces de l'objectif, donc toutes les unités qui le contestent. On roule un dé sur 4+. L'unité subit non pas des 3, mais des 6 blessures mortelles. C'est potentiellement très dommageable pour, mettons, un castle qui se serait installé avec plusieurs unités sur un objectif. Grosse magie. Ouais, puis attends que John Night Hunt, que souvent tu comptes sur plusieurs petits héros qui vont aller charger pour donner des buffs aux unités adverses. Si tu pensé bien, donc le placement de ces modèles-là est très, très important parce que oui, ça reste que c'est sur un 4+, mais sur un 4+, tu peux potentiellement perdre un héros d'un seul coup. Donc, c'est un pensée bien. Puis oui, c'est un sort, je pense, si on regarde le sort précédent, dans le GHB, le GHB précédent. C'était pas un sort qui était utilisé tant que ça, donc diminuer de moitié les modèles sur un objectif. Bon, c'était plus anecdotique, mais celui-là, je pense que je peux voir du jeu. Mais si je me trompe pas, par contre, c'est toutes les unités, pas seulement les unités ennemies. Donc, il faut faire attention aussi à nous-mêmes, en fait, là, quand on lance ce sort-là. Donc, ça peut, puis étant sur un 4+, je peux avoir deux unités qui contestent, mon adversaire peut en avoir 6, puis les dés décident que c'est seulement moi qui va avoir les 4+. Donc, ça reste que c'est très, très dicey. Puis la portée de 12 pouces, c'est pas très, très long. Donc, intéressant, un bel outil encore, mais le fait que c'est sur un 4+, ça enlève un certain caractère abusif un peu de ce sort-là. Oui, oui, parce que c'est D6, donc c'est un sort qui est très, très aléatoire avec un 4+ pour pouvoir faire un D6. Ouais. Par contre, c'est un très beau cadeau aux Sylvanettes. Donc, les listes Sylvanettes Mhm. qui jouent typiquement, par exemple, un Warsong ou une Branch Witch avec le trait Spell Seigneur qui permet de Ouais. lancer des sorts, mesurer la distance de ces sorts à partir d'une Mhm. forêt, d'un bois éveillé. Mais ça donne la possibilité d'envoyer ça sur Très vrai. n'importe quelle cible souvent là, sur le jeu, n'importe quel objectif. Donc, c'est ce que j'ai fait dans une partie contre Vincent. Puis, c'est un sort qui ajoute vraiment à l'arsenal de la pluie de blessures mortelles que les Sylvanettes peuvent faire là, à travers leur forêt. Donc, beau sort, mais qui va profiter vraiment inégalement aux différentes armées. Ça, Ouais. c'est certain. Ensuite, on a une habileté de commandement et je vais l'expliquer comme il faut, parce qu'au départ, quand on l'a lu, les gens ont fait Waouh, c'est génial, mais il y a quand même beaucoup de garde-fous sur l'habileté de commandement. L'habileté de commandement, ce qu'elle fait, c'est qu'on prend une unité qui n'est pas un héros ou un monstre, qui est à 3 pouces d'une unité ennemie. Il faut que l'unité n'est pas chargée. Elle n'a plus pas le droit de faire de mouvement de pile-in, de mouvement d'engagement,
mais elle gagne une attaque additionnelle à ses armes, ce qui exclut les montures cependant. Donc, potentiellement assez fort, plus une attaque, ça peut être très fort, mais en même temps, il y a beaucoup de garde-fous. Le fait de ne pas pouvoir faire de pile-in, de ne pas avoir chargé. Donc, il faudrait que l'adversaire nous ait chargé, puis qu'on soit vraiment bien placé, ou qu'au tour précédent, on se soit vraiment bien placé, puis qu'on ait le double tour, je sais pas trop. Pas sûr que ça va arriver si souvent que ça. Non, puis en fait, tu sais, je pense, dans les parties que j'ai jouées, j'ai pas, j'ai ignoré cette règle-là. J'essaie de voir s'il y aurait pu avoir des opportunités, mais c'est une règle qui est à cause des garde-fous. Est-ce que je peux l'utiliser là? Est-ce que je peux pas? Puis des fois, est-ce que je dis, est-ce que le plus une attaque versus le all-out attaque versus, tu sais, on a quand même des belles options là-dessus. Mais oui, c'est une très belle habileté, puis j'aime le fait qu'il y a des garde-fous. J'aime le fait que c'est pas, encore une fois, je reviens à ça, qui n'était pas limité, mais Bounty Hunter, qui avait aucun garde-fou vraiment quand on y pense. Donc, j'aime le fait qu'on a quand même certaines, c'est une belle règle, puis c'est un attaque, c'est très très bon, mais ce n'est pas, je pense, over the top avec les restrictions qui s'y accompagnent. Oui, absolument. Puis tu l'as dit, ça vient en compétition avec Attaquant en règle, qui statistiquement est souvent meilleur que, sur beaucoup d'unités, c'est meilleur le plus un tout, à la touche que le plus une attaque, là, dépendamment du nombre d'attaques. Mais là, en plus, si on combine le fait de ne pas pouvoir faire de mouvement d'engagement, Ouais. c'est plutôt limité le nombre de fois où ça va être utile. Ben, ça pourrait l'être si on a les unités dans un bataillon vétéran de galet, donc on va y revenir plus tard, mais là, ça vient un peu aider, ça vient un peu bonifier, mais effectivement, là, c'est pas au complet. Tu viens de mentionner les vétérans de galets. Alors, on va passer au bataillon. On va commencer d'ailleurs par les vétérans de galets. Quel bel ajout, les vétérans de galets. C'est simple, essentiellement, c'est qu'on va prendre une unité et qu'on va lui donner la règle que les unités Galician vétérans avaient dans l'ancien General Handbook. C'est-à-dire que les modèles qui sont à un demi-pouce d'un modèle qui est à un demi-pouce d'unité ennemie vont pouvoir frapper. Fait que ça permet de frapper sur deux rangs. Si on reprend les termes de Warhammer Fantasy Battle, là, on peut frapper sur Ouais. deux rangs. Fait que les unités qui sont sur des socles de 32 mm ou de 40 mm, ben, on peut en avoir deux rangs qui vont frapper. Fait que c'est plus, on n'est pas obligé d'essayer de les mettre En euh, alvéole. en alvéole, en nid d'abeille, là, pour réussir à toutes les faire frapper. Fait que je trouve que ça simplifie, ça augmente la létalité de ces unités-là. Alors, il faut avoir deux unités au moins dans le bataillon et on peut en rajouter jusqu'à deux autres pour un total de quatre. Ouais, c'est des unités, je pense, de 4 points de vie et moins, si je ne me trompe pas, là, dans les choix des unités. Je pense que s'il y a un ajout que la communauté de Age of Sigmar aimerait voir dans une éventuelle quatrième édition, c'est la règle Bonds of Battle. Ça vient tellement simplifier les combats, puis ça vient rendre des unités, justement, tu sais, comme tu l'as dit, sur 32 mm, 40 mm, qui ont un pouce de portée. Ça vient tellement, on a l'impression qu'on joue cette unité-là à son plein potentiel. Donc, ça, je pense que c'est un bel ajout. Et l'inclure dans un bataillon, je trouve que c'est un beau compromis. Donc, sans modifier la règle de base du jeu, on donne la possibilité aux joueurs de le faire. Ça nous coûte un bataillon si on veut, mais je pense que c'est un très bel ajout que si on a une ou deux unités qui sont justement là, qui sont sujettes à ce type-là, à ces restrictions-là, grosseur des socles, portée des armes, ben, c'est une belle porte de sortie pour bénéficier grandement de cette unité-là. Oui, ben en fait, on l'avait dans le General Handbook précédent. Ça revient sous forme de bataillon ici. Donc, je pense, Alex, que tu as mis le doigt sur quelque chose. On peut s'attendre à peut-être le voir comme une règle de base dans la V4, peut-être, de AOS. En tout cas, je l'espère. Ensuite, on a Galician Command, qui est un autre bataillon. Et celui-ci, ça prend un Galician Champion, donc un héros de 10 points de vie ou de moins de 10 points de vie, et une unité d'infanterie de 4 points de vie ou moins qui n'a pas de monture. Ce que ça donne comme habileté, c'est que lorsque, en phase de combat, le champion va avoir frappé, tout de suite après, on peut faire frapper l'unité d'infanterie si elle est entièrement à 6 pouces du champion. Donc, on peut enchaîner l'attaque du héros et l'attaque de l'unité. Ben, en fait, c'est pour la jouer, cette règle-là, là, avec les Fire Slayers, en fait, avec la règle de garde du corps du Rune Father, donc d'avoir une deuxième activation à la chaîne, ça peut être très bon, ça peut surprendre. Euh, je trouve que c'est une belle règle. Le mettre dans un bataillon, je pense que c'est bien aussi. Puis c'est un bataillon qui est très, très peu coûteux en tant que tel.
un héros, une unité. Donc, tantôt, Yann faisait allusion justement au fait que les petits héros de combat ne sont peut-être pas à l'honneur avec ces nouvelles règles-là. Je pense que c'est un beau compromis pour les joueurs qui aimeraient en jouer quand même et qui aimeraient en tirer profit. Donc, encore une fois, c'est un bataillon, c'est optionnel, c'est pas tant coûteux. Je pense que c'est un bel ajout. Puis je pense quand même que le fait que ce soit un bataillon qui nous coûte 2 pauses, en fait, hein, parce Oui. qu'il faut toujours se dire, quand on prend un bataillon, il faut toujours se demander est-ce que le bonus du bataillon vaut l'augmentation du nombre de pauses qui vient avec, qui fait que je ne peux pas rentrer ces unités-là dans un bataillon qui me permet d'être en une pause. Donc là, ici, ça va vraiment dépendre de l'armée. C'est ce que mon héros, c'est vraiment un héros qui va se retrouver en combat Mhm. et qui risque de survivre assez en combat pour pouvoir survivre jusqu'à une prochaine phase de héros à Mhm. moi, dans laquelle je peux activer cette habilité-là. Puis, est-ce qu'il frappe suffisamment fort ou il donne suffisamment de buff pour que ça vale la peine que j'ai un bataillon, que je l'amène en combat puis que je le fasse frapper avant mon unité? Donc, il y a plein de héros qui frappent tellement pas fort que tu es aussi bien de juste faire frapper ta grosse unité qui aurait été le garde du Ouais. corps, puis c'est à peu près le même effet. Donc, encore une fois, c'est une règle dont certaines armées vont bénéficier un nombre très limité d'armées. Je pourrais voir des listes, notamment en Ogre, ça c'est certain Mhm. que je pense que ce bataillon-là va être joué. Peut-être en Iron Jaws aussi. Mais autrement, là, il ne sera pas énormément joué, ça c'est certain. Et dernier bataillon, c'est le contre, dans le fond, au bonus qu'ont reçu les Galician Champions. C'est le Galician Sharpshooters. On prend 3 unités d'infanterie et ces unités-là peuvent tirer sur un Galician Champion, même s'il est à 1 pouce d'unité ennemie. Évidemment, il y a encore la règle attention messire qui va s'appliquer. Ils vont être à -1 pour toucher, mais ils vont pouvoir aller, dans le fond, contourner la règle Key to Victory. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ce bataillon-là? Ben, c'est bien. Tu sais, je pense que, en fait, ce que j'aime de ce bataillon-là, c'est que c'est 3 unités. Donc, c'est pas 2 ou 3, c'est 3 unités. Et à noter, on n'a pas l'obligation de mettre 3 unités de tir là-dedans non plus, là. Donc, ça peut être, exemple, tu sais, j'ai vu des gens, Daughters of Cain, qui disaient, bon, ben ça y est, tu sais, des unités de Bloodstalkers de 15, ça ne jouera plus, je vais faire 3 unités de 5. Ben non, tu peux faire ton unité de 15 puis 2 unités de 10 Witch Elf ou 5 Itinéraires, par exemple, puis tout de même avoir le bonus pour tes 15 Mélusailles. Ceci dit, je trouve ça bien qu'il y a un contre à la règle des héros qui sont protégés. J'ai hâte de voir jusqu'à quel point on va le voir, ce bataillon-là. Je suis sceptique quand même parce que tes 3 unités, Yann, tu l'as fait allusion avec le bataillon précédent, ça augmente notre nombre de pauses. Est-ce que c'est toutes les armées qu'on veut vraiment mettre des ressources pour éliminer des champions de galets? Puis encore une fois, c'est combien de listes vont en avoir en grand nombre aussi, là? Oui, on peut penser que la plupart des joueurs vont en mettre peut-être 1 ou 2, peut-être 3 dans leur liste, mais de là à dédier 3 unités, un bataillon complet pour tuer ces unités-là, je ne le sais pas. Je suis curieux de voir jusqu'à quel point ça va être joué. Je me pose la même question. Je pourrais voir peut-être, puis peut-être les Daughters of Cain faire ça, peut-être les Cities of Sigmar, peut-être les Stormcast, Ouais, certaines listes. Ça va dépendre aussi, je pense, du méta dans lequel on joue. ouais. Tu l'as dit, est-ce que les adversaires vont jouer beaucoup de Galician Champion? Est-ce que aussi, par exemple, dans un tournoi, les scénarios vont être des scénarios qui avantagent beaucoup le fait d'avoir des Galician Champions pour contrôler les objectifs ou avoir des points bonus lorsqu'on a des objectifs? Il faut se souvenir aussi que 4 des 8 battles tactiques nécessitent un ou des Galician Champions dans notre liste pour pouvoir les faire. Donc, être capable d'éliminer rapidement les Galician Champions adverses, ça peut donner un avantage, limiter les tactiques de bataille que l'adversaire va pouvoir faire. Donc, je pourrais comprendre ce choix-là. Là, si on a du bon tir à bonne distance, ça peut certainement être payant. Puis, juste un petit commentaire sur le bataillon Sharpshooter. J'ai lu sur Facebook, parce que ça a été leaké, le document, et quelqu'un qui comparait ça au Hunter en disant, ben là, il donne un bonus, puis finalement, ils viennent l'enlever avec un bataillon. C'est pas tout à fait la même chose. Hunter donnait un bonus contre les vétérans, contre les petites unités Battle Line. Dans ce cas-ci, Sharpshooter, tout ce qu'il fait, c'est qu'il enlève un ajout. Dans le fond, il permet de Mhm. revenir aux règles de base, mais ça nous coûte un bataillon pour le faire.
Fait que les unités qui sont le bataillon sharpshooter ne sont pas avantagées, ont pas plus de facilité à tuer les petits héros qu'avant. Donc, tout ça, moi, je trouve que c'est bien balancé. Ça laisse une option ouverte. Comme on l'a dit, ça prend une certaine construction de liste. C'est pas tout le monde qui a des unités d'infanterie avec du tir suffisamment puissant pour que ça vaille la peine. Fait que je trouve que c'est juste correct. C'est un beau petit garde-fou qu'ils ont mis, mais pas trop dommageable. Les Galatian Champions demeurent très, très jouables. En fait, sont meilleurs qu'avant avec ce avec ce GHB-là. Ouais. On passe maintenant aux artefacts de pouvoir. C'est ça qui est nouveau. Il y a des artefacts de pouvoir puis une amélioration aussi supplémentaire. En fait, on a 3 artefacts de pouvoir. Le premier, c'est le Tusk Helm. Dans le fond, notre héros, quand il va charger, on va prendre le jet de charge. Si il y a un 8, par exemple, on va rouler 8 dés et chaque 4+, va faire une blessure mortelle sur la cible. Là, ensuite, là, on a le Night Flyer Cloak qui fait que pendant le déploiement, au lieu de mettre notre Galatian Champion, parce que les artefacts peuvent juste être portés par des Galatian Champions, au lieu de le mettre sur le champ de bataille, on peut le mettre en réserve et le faire apparaître à 9 pouces des unités ennemies comme d'habitude et à 1 pouce d'une unité Battle Line. C'est une restriction supplémentaire. Et on a le Griff Feather Charm qui est la ward à 5+ pour un Galatian Champion. À noter que ça n'a pas le même impact quand c'est sur un Galatian Champion à 9 points de vie que quand c'est sur, par exemple, un géant à 35 points de vie. C'est comme on a eu dans la première version là, de la 3e édition. Donc, qu'est-ce que vous pensez des artefacts? C'est bien. Je pense que le 5 va avoir quand même un peu de jeu. Reste à voir en fait, là, ça dépend des armées, qu'est-ce qu'on va avoir comme artefact dans notre livre. Puis c'est sûr qu'on est toujours en lutte perpétuelle contre l'Arcane Tome, qui est un choix très, très prisé. Donc déjà là, un 5+ Ward versus l'Arcane Tome, est-ce qu'on a des artefacts dans notre livre qu'on veut vraiment utiliser? Je pourrais voir aussi dans un certain. En fait, tous les artefacts pourraient avoir un certain sens. Le deuxième, j'en suis moins sûr parce qu'on peut avoir dans la liste des améliorations qui vont suivre un peu une version similaire de téléportation, si on veut. Je ne déteste pas celui pour le premier, le Tusk Helm. Ça peut être bien, mais en même temps, si on a un héros qui est à pied, donc il n'y a pas de monture, généralement, il ne bouge pas tant que ça. Oui, des blessures mortelles sur 4+, c'est bien, mais de là à avoir un artefact pour un modèle qui va peut-être faire une charge par partie, 2 peut-être avec de la chance, je pense qu'au final, on peut faire mieux que ça. Des beaux ajouts, mais rien, encore une fois, de game-breaking, considérant le fait qu'on les met uniquement sur des champions de galets. Question qu'on se pose, c'est est-ce que ces artefacts-là sont meilleurs que le meilleur artefact que j'ai dans mon Battle Tome ou meilleur que le Arcane Tome? Je pense que dans la majorité des cas, la réponse, ça va être non. La deuxième question, est-ce que ça vaut la peine de prendre un bataillon juste pour aller chercher un de ces artefacts-là, donc augmenter notre nombre de pauses? Puis est-ce que c'est vraiment cet artefact-là, est-ce qu'il est vraiment le deuxième meilleur que je peux aller chercher? Donc, Voilà. tu l'as dit, je pense que la protection en 5+ va peut-être être celui qui va être un peu joué. Mais sinon, je pense que c'est rien de révolutionnaire. Donc, quand même intéressant. Je fais une petite parenthèse sur les Night Hunt. Moi, c'est lui qui fait des blessures mortelles sur 4+, sur la charge. Ouais. Mes héros sont tout le temps en train de charger, accompagnés par leur bodyguard, ici pas la règle spéciale, mais la bodyguard, les Spiritos, qui prennent les dommages. Donc, on les envoie au corps à corps. Si on joue en Scarlet Doom, on fait des blessures mortelles avec nos Blade Guys sur la charge. On peut rajouter, mettons, une charge à 7, c'est 3-4 blessures mortelles de plus qu'on fait sur la Ouais. charge. Mhm. Pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est sûr qu'il y a plein d'artefacts qui sont super intéressants. Mais je trouve au moins que c'est des artefacts qui se défendent dans une liste, peut-être pas la plus optimale, mais une liste qui est sympathique, compétitive, casual. Il y a quelque chose à faire. Moi, je trouve que c'est un bel ajout. Et parlant de bel ajout, on a maintenant les aspects du champion qui sont des nouveaux types d'amélioration qu'on peut donner au Galatian Champion. Mhm. Et ce sont tous 3 sur 4, ce sont des once per battle, et je m'adresse ici à Xavier Carpentier, le Gentleman 14, contre qui j'ai joué. Nous, on en a joué un, puis on l'a joué comme ça, on pouvait le faire à tous les tours, puis on s'est dit, ouais, c'est fort! Vous allez comprendre pourquoi c'est fort si on le joue à tous les tours. Alors, je les passe en revue les 4. Premièrement, Tunnel Master, une fois par bataille, on prend notre champion. Et au lieu de faire un mouvement normal, on le téléporte finalement, on le fait disparaître et on le redéploie à 9 pouces des unités ennemies. Ensuite, on a Fueled by Gurish Rage. Alors, on prend notre Galatian Champion et lorsqu'il meurt, on roule un dé sur 3+, on élimine tous les wounds qui sont encore à lui alloués et il revient à la vie avec D3 blessures dessus. Donc, ça permet sur 3+, 2 chances sur 3 de sauver un héros qui aurait eu le malheur de se retrouver à la mauvaise place au mauvais moment.
Ensuite, Stubborn as a Renox, le Galatian Champion compte pour 10 modèles sur l'objectif. Et finalement, Leader of the Alpha, une fois par bataille, on peut faire les habiletés de commandement génériques, le Rally, All Out Defense, All Out Attack ou Redeploy. On peut le faire sur 3 unités et pas juste sur une unité. Et c'est ça que moi et Xavier, on a joué tous les deux à volonté pendant la partie. C'est très, 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 très fort. Toutes nos unités étaient constamment sur All Out Defense quand on se faisait attaquer ou All Out Attack. Mais bref, c'est correct. Les deux, on l'a joué en même temps. Fait que c'était fair enough. C'est annulé. Mm. Ben, d'un, c'est que c'est gratuit. Donc, ces nouvelles améliorations-là sont gratuites. Donc, on ne peut pas cracher là-dessus. C'est pas en compétition avec d'autres améliorations. Moi, je pense qu'il y en a. Ben, ils ont tous leur utilité. Ils ont toutes leur utilité. Personnellement, Leader of the Alpha, moi, je trouve que c'est la meilleure. Donc, à un moment clé d'avoir 3 fois la même habilité de commandement générique, ça va être très, très bon. Encore une fois, je tire mon chapeau de Fire Slayer. 3 rallyes sur un Battlesmith sur un 4+. Ça change pas le monde, sauf que. Donc, c'est sûr que c'est vraiment intéressant. Avoir 3 redeploys aussi bien placés, ça peut être vraiment intéressant. 3 alert attack aussi, c'est excellent. Puis c'est une fois par partie, Vincent. Mais, tu sais, encore une fois, bien timé, là, ça peut faire des ravages. Je déteste pas aussi Tunnel Master. Donc, avoir cet outil-là dans notre manche, de dire, regarde, laisse pas l'objectif dans le fond de la table libre, parce que même si tu penses que je peux pas me rendre, ben, je te déporte un petit héros, je fais des points, je suis dans tu sais, pour faire certaines tactiques de bataille aussi. Donc, je pense que c'est un beau plus. Euh, les deux autres, je les trouve intéressants. Donc, avoir un héros qui peut revivre ou compter pour 10, ça peut être situationnel, mais c'est juste que je vois les deux autres comme étant vraiment quelque chose qui peut changer la bataille de façon assez importante. Oui, ben, je suis de ton avis, Alex, sur Leader of the Alpha. J'apporterais peut-être la petite nuance que c'est un Galatian Champion qui doit avoir ce trait-là, donc cette augmentation-là. Donc, à moins qu'il soit notre général, la portée 12 pouces, parce Ou que qu'il soit totem. ou qu'il soit totem. Donc c'est sûr que là, avoir 3 unités cibles à l'intérieur de ce rayon-là, ça va peut-être être souvent un peu limité. Donc, on aurait intérêt à le mettre sur un personnage qui est notre général ou qui est totem, qui a 18 pouces de portée pour ses habiletés. Puis, Tunnel Master, je pense que ça peut être vraiment très, très, très fort. On se souvient qu'il y a un des nouveaux scénarios dans lequel c'est seulement les. En fait, si un Galatian Champion contrôle l'objectif, il ne peut pas être contesté par des unités qui ne sont pas Galatian Champion. Il y a des scénarios dans lesquels, si on contrôle avec un Galatian Champion, on fait un point supplémentaire. Il y a les 4 battles tactiques qui nécessitent des Galatian Champions. Donc, je pense que cette capacité-là à amener un Galatian Champion là où on en a besoin sur le champ de bataille, ça pourrait parfois faire la différence entre une victoire et une défaite. C'est une très bonne augmentation, très bonne Je, caractéristique. je fais un petit bémol sur ton bémol, Yann, au niveau de quand tu dis, ben, il faut le mettre sur un général, ben, en fait, pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, si les Mm. habiletés sont génériques, donc même si ton général ou un autre héros n'a pas nécessairement sur son war scroll une habilité de commandement, ben, tu n'as aucun inconvénient en fait à le mettre sur ton général. Lorsque tu as un bon héros à moins de 10 points de vie à choisir comme général, parce qu'il y a plusieurs armées qui ne souhaiteront pas nécessairement que leur général Oui, soit un ok, dans ce personnage. sens-là, je C'est comprends. ça, c'est dans ce sens-là. Et c'est pas Tout à toutes fait. les armées qui ont des totems qui peuvent être Galatian Champion non C'est plus. vrai. Donc, c'est un peu cet élément-là, encore une fois, mais comme tous les autres éléments dont on a parlé, ça va davantage profiter à certaines armées qu'à d'autres, Tout à évidemment. fait. À noter que si on prend un bataillon Warlord, par exemple, on peut, au lieu d'aller chercher un Oui, artefact, aller chercher un deuxième aspect. Ce qui se défend dans certaines listes, à mon avis, il y a oui. des armées qui pourraient préférer un de ces Mhm. aspects-là. Bref, un bel ajout ici de Games Workshop. On passe ensuite au Grand Strategy et c'est un beau General Handbook, mais je vais spoiler un peu, là. Ça va être un peu plus difficile de faire nos battles tactiques et nos Grand Strategy. Mhm. Alors, bon, je les passe en rafale rapidement. Tame the Land, quand la bataille se termine, il faut contrôler tous les objectifs sur le battlefield qui ne sont pas dans notre territoire. Ensuite, Defend What's Ours. Quand le combat termine, on complète la grande stratégie s'il n'y a pas d'unité ennemie entièrement dans notre territoire.
Encore une fois, ça dépend des adversaires. Take what's there. Quand la bataille se termine, on complète la grande stratégie. S'il y a plus d'unités amies que d'unités ennemies entièrement dans le territoire ennemi, ça va dépendre de la mobilité de notre armée pour pouvoir faire ça. Puis on va le voir dans les battle plans. Il y en a beaucoup qui ont des zones un petit peu plus réduites. Là. C'est rarement la moitié du terrain. Donc, ça peut être plus difficile un peu à faire. Stake a claim. Quand la bataille se termine, on complète la grande stratégie. Si 3 ou plus de nos Galatian Champions sont entièrement dans le territoire ennemi. Non, non, Non. non. C'est rendu là, tu prends celui au-dessus, puis tu vas avoir plus d'unités que l'adversaire. Là. Ça se passera pas. Survivor's Instinct, quand la bataille se termine, on complète la grande stratégie. Si le modèle qu'on a choisi comme général est un Galatian Champion et que ce modèle conteste un objectif entièrement à l'extérieur de notre territoire. Pourquoi pas? Ça, il y a quelque chose à faire, mais ça repose sur un modèle qu'il faut qu'il survive. Je vous Ouais. suggère de prendre l'aspect qui fait que sur 3+, il revient à la vie. Fait que comme ça, on augmente nos chances qu'ils soient encore à la vie à la fin de la partie. Et The Day is Ours. La bataille se termine, on complète la grande stratégie. S'il y a plus de Galatian Champions de notre armée de départ que de Galatian Champions de l'armée de départ adverse sur le champ de bataille. Très, très situationnel. Beaucoup de grandes stratégies qui sont très difficiles à faire. D'autres aussi qui impliquent que si on la fait, ben, c'est parce qu'on gagne de toute façon. On est en très bonne posture. Donc, des fois, on mise sur la grande stratégie pour se sortir de l'impasse, pour égaliser ou pour voler une victoire. Euh, je pense que ça va dépendre beaucoup de l'armée. C'est des armées qui, encore une fois, je pense à toi, Vincent, tes Nighton, je pense à moi avec tes Fire Slayers, qu'on a un nombre élevé de Galatian Champions, celle d'en avoir plus que l'adversaire, vu qu'ils sont bien protégés, ça peut se défendre tout à fait. Mais des armées qui vont en avoir un, deux, peut-être maximum trois, il n'y a pas tant de belles possibilités pour eux, je pense. Je déteste celle d'avoir plus d'unités que l'autre parce qu'on n'est pas maître de notre grande stratégie. Donc, l'autre peut très bien dire, bon, ben, garde, j'ai perdu la bataille au série, ben, je vais mettre des unités dans ta zone juste pour t'empêcher de faire ta grande stratégie. Donc, encore une fois, si vous en avez dans votre Battle Tome qui sont plus efficaces, ben, je pense que pour un autre GHB, on va davantage se pencher là-dessus. La seule chose que j'ai trouvé de positive à des grandes stratégies qui sont difficiles à faire, c'est que justement, on est obligé de les planifier. Donc, Ouais. c'est réellement une grande stratégie au cours Mhm. de la bataille, puis même dans la construction de notre liste, on doit tenir compte de la grande stratégie, du fait qu'elle n'est pas facile à faire, puis qu'on va prendre des décisions pour réussir à la faire. Donc, C'est vrai. en ce sens-là, ça donne un peu plus le sens à stratégie, alors que quand on a une grande stratégie, par exemple, chez Teench, où il suffit de se garder des dés de destin qui totalisent un score de 9, il n'y a rien de stratégique là-dedans. Là. C'est idiot comme grande stratégie. Donc, je déteste pas ça, des grandes stratégies difficiles à faire. Le problème sur le plan compétitif, c'est qu'il y a certaines factions C'est ça. qui en ont des très faciles dans leur Battle Tome et d'autres non. Donc, ça crée un déséquilibre. On passe ensuite aux tactiques de bataille qui sont plus difficiles à faire, un petit peu plus situationnelles. Mais en même temps, encore une fois, je reviens sur ton commentaire, je te dis pas ce que tu as dit, c'est qu'on est obligé de se casser la tête, d'avoir une Mhm. stratégie pour les jouer. Mais ceci dit, on se souvient qu'au dernier GHB aussi, on s'était dit, oh, ils vont être plus difficiles. Finalement, à force de jouer, on s'est rendu compte qu'il y avait une séquence dans laquelle on pouvait les faire pas mal à toutes les parties. Peut-être que ça va être la même chose pour là. Alors, je les passe en rafale encore et je vais prendre vos commentaires ensuite. Premièrement, Gaining Momentum revient, on choisit une unité ennemie, on contrôle plus d'objectifs que l'adversaire et on tue l'unité ennemie. On réussit cette battle tactique. An eye for an eye, on se dit qu'on va tuer une unité ennemie si au tour précédent, on a perdu nous-mêmes une unité ennemie, on les connaît, celle-ci. Desecrate their land, on prend une pièce de terrain ou une pièce de faction de terrain qui est entièrement ou partiellement dans la zone ennemie, dans le territoire ennemi. On complète la bataille tactique si on contrôle la pièce de terrain. Ça aussi, on le connaît. This one's mine, on prend une unité ennemie sur le champ de bataille. On complète la tactique de bataille si l'unité ennemie elle est détruite ce tour-ci par le modèle qu'on a choisi comme étant notre général. Donc, ça ne peut pas être un Nagash ou un Archaon qui est War Master. Fait que ça prend un général qui cogne ou une unité qui est vraiment affaiblie. Ensuite, A Matter of Honor, on prend un Galatian Champion ennemi ou son unité de bodyguard avec le bataillon.
Et on complète la battle tactique si cette unité-là, elle est détruite pendant le tour par des attaques d'un Galatian Champion ami ou de son unité de bodyguard. Ensuite, Lead the Assault, et là, on va le voir, les 4 prochains, ben, le précédent et les 3 prochains demandent des Galatian Champions. Lead the Assault, c'est on complète la battle tactique si au moins 2 des objectifs qu'on contrôle sont en territoire ennemi et sont chacun contestés par un Galatian Champion. Fait qu'il faut avoir réussi à avancer avec nos Galatian Champions. United Offense, on prend un objectif qui est contrôlé par notre adversaire. On complète la battle tactique s'il y a au moins 2 de nos Galatian Champions qui contestent l'objectif et qu'on a réussi à gagner le contrôle de l'objectif. Bref, on a volé le contrôle de l'objectif à l'adversaire et il y a au moins 2 de nos Galatian Champions qui sont sur l'objectif. Ça commence à faire beaucoup de contraintes. Et Cunning Maneuver, on prend un Galatian Champion sur le battlefield qui est à plus que 3 pouces de toutes les unités ennemies. On complète la tactique de bataille si à la fin, ce Galatian Champion-là est encore à 3 pouces des unités ennemies et conteste un objectif qui est entièrement à l'extérieur de notre territoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, là, cette fois-ci, je pense que oui. Je pense que ça va être plus difficile d'en faire. Tu sais, celles avec les Galatian Champions ne sont pas nécessairement évidentes. Puis, souvent, les parties, Yann, on a joué quelques parties ensemble, justement, là-dessus. Puis, on se disait, oh, OK, ben, tu sais, notre premier tour, là, euh, on n'a pas beaucoup d'options. On n'a pas beaucoup de choix sur ce qu'on peut faire. Donc, encore une fois, les armées qui ont des bonnes tactiques de bataille dans leur livre sont peut-être avantagées. Je pense aux pauvres Sons of Behemoth qui déjà se voient amputer de 4 tactiques de bataille, là. Mais je pense que la plus faisable, je dirais des 8 pour un tour 1, pour une tactique tour 1, c'est Cunning Maneuver. Donc, être capable d'amener un champion de galet sur un objectif qui est hors de notre zone, ça se fait. C'est en lien avec Tunnel Master, par exemple, on peut quand même peut-être, entre guillemets, sacrifier un héros pour une tactique de bataille. Mais non, je pense qu'ils ont gardé des bonnes tactiques, 4 du livre précédent, les 4 premières que tu as mentionnées. Euh, donc oui, je pense dans l'ensemble, euh, comme Yann, tu disais, c'est bien d'avoir un peu de difficulté. Je pense que là, on est dans une belle zone de faisabilité versus difficulté. Puis ce qu'on note aussi, hein, c'est que je pense qu'il y a une ou deux tactiques de bataille qui nécessitent de contrôler 2 objectifs en Ouais. zone adverse, alors qu'il y a plusieurs des nouveaux scénarios dans lesquels il n'y a pas 2 objectifs Mhm. en zone adverse. Donc, il y a une ou deux tactiques de bataille qui sont, dans certains scénarios, impossibles à faire. Donc, le nombre est vraiment réduit. Ça va vraiment être compliqué de faire des tactiques de bataille. Quand même, dans les quelques parties qu'on a jouées, on arrivait à faire nos tactiques de bataille. On n'en rate pas en général, mais il faut très bien planifier Mhm. l'ordre dans lequel on les fait, parce que souvent, on va avoir une seule occasion de faire la tactique de bataille. Il faut la saisir, il faut planifier. Donc, ça demande encore une fois plus de stratégie pour bien réussir toutes ces tactiques de bataille. Ouais. Oui. Mais ça va être intéressant. Moi jusqu'à Ah maintenant, oui. j'ai aimé. Il faut se casser la tête un petit peu, puis il faut pas brûler de tactique de bataille trop tôt. En tout cas, je pense que, comme tu dis, Alex, ils ont trouvé une belle zone où c'est difficile, mais Ouais. où c'est faisable de faire nos 5. Donc, j'aime bien. Alors, ça fait le tour de la première portion du General Handbook. La deuxième portion qui est intéressante et qui va rafraîchir le jeu aussi, ce sont les tactiques, les plans de bataille. Alors, comme tu l'as mentionné déjà, Alex, en divulgachant la surprise, il y a 6 des plans de bataille qui sont des plans de bataille qui reviennent, qu'on connaît déjà, et il y en a 6 nouveaux. Donc, je me propose de juste mentionner rapidement les 6 qui sont déjà là et de passer aux nouveaux qu'on va analyser puis discuter un peu plus. Alors, tu en as parlé. Le premier, c'est le Prize of Galet qu'on a joué abondamment dans les scènes de tournoi. C'est 5 objectifs assez regroupés au centre et il s'active à chaque tour un objectif. Donc, ça, on l'a pas mal joué. Ensuite, Realmstone Cash, ça part avec un objectif au centre de la table et éventuellement, tour 2 ou 3, si je ne me trompe pas, tour 3, il explose et là, il s'en va ça devient 2 objectifs qui sont diamétralement opposés. Donc, ça oblige à avoir une armée qui est mobile. C'est intéressant. Ça aussi, on l'a vu en tournoi. Ensuite, Battle Line Ground, c'est le contrôle. On se bat pour le contrôle des quarts de terrain. Alors, pas d'objectif sur la table, mais des quarts de terrain à contrôler. Et De également, l- on a retiré la petite contrainte de ce scénario-là
qui empêchait les unités là, qui étaient en réserve de venir dans la bataille, là. Oui, c'est vrai, Une parce que belle c'était. modification. Ah oui, parce que c'était tellement désavantageux pour certaines armées. Ça casse. Par exemple, les Stormcast, c'est l'exemple qui vient en tête. Là, ça les cassait vraiment beaucoup, ce scénario-là. Ensuite, The Lurkers Below. Alors, ça, c'est. On joue sur le long. On a chacun notre zone et il y a trois objectifs au centre. Il faut contrôler l'objectif qui est sur notre zone pour pouvoir contrôler ensuite celui du centre pour ensuite pouvoir contrôler celui à l'autre bout dans le territoire adverse. Et c'est un winner take all. Du moment où on contrôle les trois objectifs, c'est terminé la partie. Un peu J'aime moins pas ça. populaire dans les tournois. Ça peut être un coup de malchance. L'adversaire a Ouais. réussi son téléport, une charge à neuf, pouf, il prend l'objectif alors que la partie est encore tout à fait jouable. Il y a encore on ne sait pas encore qui va dominer. Puis, coup de malchance, on perd les trois objectifs. Merci, bonsoir. Ensuite, un qu'on a beaucoup apprécié, qui a été joué, The Presence of Idols. Alors, les objectifs sont sur une diagonale, on se déploie chacun de notre côté. Alors, sont assez distancés pour demander une mobilité et on a des unités idoles qui donnent des points bonus quand on se rappelle qu'on a des unités idoles, parce que pour l'avoir joué plusieurs fois en tournoi, ça arrive souvent qu'on oublie tout simplement. Mais c'est C'est un vrai. beau scénario, sympathique à jouer. Et le dernier, le nid de spat, dans le fond, simplement quatre objectifs. Et la particularité, c'est qu'on peut téléporter d'un coin de la table à l'autre coin de la table si notre unité finit un mouvement à 6 pouces du coin de la table. J'ai pas vu beaucoup les Niduspat utilisés, mais le Mhm. fait qu'il y a quatre objectifs puis qu'on se déploie dans le fond en diagonale l'un par rapport à l'autre, ça fait un beau scénario malgré tout. Ouais, c'est vrai. Très vrai. Alors ça, c'est pour les scénarios qui reviennent, qu'on connaît déjà. Maintenant, il y a des nouveaux scénarios et la plupart, sinon la totalité d'entre eux, ont des bonus pour les Galician Champions. Alors, le premier, c'est Only the Worthy. Alors, c'est simple, la table est divisée en deux. On a quatre objectifs, un chacun dans la zone et deux sur la ligne qui sépare le milieu de la table. Alors, la particularité ici, c'est que s'il y a un Galician Champion qui conteste un objectif, il y a juste les Galician Champions qui peuvent contester les objectifs et il ne peut y avoir qu'un seul Galician Champion par armée qui conteste l'objectif. Bref, le premier qui met un Galician Champion sur l'objectif, tant que son Galician Champion ne meurt pas, ne perd pas l'objectif. C'est ce que ça veut dire. Sauf si tu joues Ogre, parce que je l'ai joué celui-là, puis mon adversaire met un personnage, un Galician Champion sur l'objectif. Moi, j'arrive avec mon Galician Champion, puis il me dit, ben, tu sais, j'avais déjà le contrôle. Je dis, non, non, toi, tu comptes pour deux, moi, je compte pour cinq, je viens de te prendre l'objectif. Donc, à moins qu'on. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc, les Ogres sont avantagés sur ce scénario-là. Mais j'aime l'image potentielle d'un petit chaman gobelin qui danse sur un objectif pendant qu'un méga gargant tente tant bien que mal de prendre un objectif en vain. Donc, ben, c'est ça. Je pense que ça va en ligne avec le GHB, en fait, là. Donc, d'encourager à prendre des champions de galets. C'est bien. Je pense que j'aime bien ce scénario-là. Il n'est pas trop compliqué. Puis, ça récompense justement donc les joueurs qui vont jouer au niveau du list building des champions de galets. Une petite note, si vous voyez qu'il est souvent dans les tournois, l'aspect d'un Galician Champion qui fait en sorte qu'il compte pour 10 modèles sur un objectif, Mhm. ça peut être utile pour voler le contrôle d'un objectif à un Galician Champion, puisqu'on se rappelle que les Galician Champions, à moins d'avoir le Sharpshooter, on ne peut pas les tirer. Donc, Mhm. derrière un bloc, une grosse unité assez tanky, ça peut être très, très difficile de déloger des objectifs. Exact. Donc, compter pour 10, pourquoi pas? C'est sur ce scénario-là particulièrement que ce serait bon. C'est le scénario de rêve pour les Fire Slayers. Oui. On Ensuite, aime ça. on a le deuxième, Path of a Champion. Alors, dans le fond, on a divisé la table en quatre quarts. Nos zones de déploiement, c'est chacun un quart qui sont diamétralement opposés. Il y a quatre objectifs, un au centre de chaque quart, tout simplement. Et la règle spéciale ici, c'est que si au début de notre phase de héros, on a un Galician Champion qui conteste un objectif qui est entièrement à l'extérieur de notre territoire, donc il y a trois des quatre objectifs qui sont à l'extérieur de notre territoire. Si on en contrôle un de ces trois-là, on peut choisir deux battles tactiques à compléter au lieu d'une seule. Ça, c'est pas banal. Tu sais, je pense que dans les six nouveaux, c'est mon avant-dernier scénario que j'aime le moins. Euh, Parce que avoir la possibilité de faire une tactique de plus, c'est 2 points de plus potentiellement par ronde, là. Donc, ça peut être beaucoup, beaucoup de points et tout ça en mettant un Galician Champion sur un objectif. J'ai une petite retenue.
Je l'ai joué à 2 reprises, je pense. Yann, on l'a joué, si je ne me trompe pas, celui-là, Oui. ensemble. Puis vraiment, c'est une armée qui a beaucoup de Galatian Champions va partir très certainement avantagée. Puis il y a des armées qui ont juste pas vraiment de très bons Galatian Champions, ou du moins à mettre en grand nombre. Je sais pas. Avoir la possibilité de faire des points de plus sans trop de difficulté, en fait, ben, l'option, parce que faire 2 tactiques, c'est quand même un petit peu plus difficile. D'ailleurs, je tiens à mentionner que j'ai réussi dans notre partie avec les haches de jet des Fire Slayers, hein, et Ignominious Death. Tuer un héros avec des haches de jet, c'est un Tree Lord Ancient en plus. Il y a de quoi être fier. Mais donc, je trouve c'est correct, c'est bien, mais c'est pas mon préféré. Mais tu vois, moi, je trouve pas ça pire que le scénario dont on vient de parler juste avant, où on doit avoir en fait, où les Galatian Champions qui contrôlent un objectif ne peuvent pas être contestés par les autres unités qui ne sont pas Galatian Champions. Là aussi, il y a un avantage incroyable sur les C'est points vrai. à avoir un Galatian Champion sur un objectif. Donc, je ne trouve pas ça pire. Sachant que les tactiques de bataille, comme on le disait tantôt, sont assez difficiles à réussir. La Mhm. possibilité d'en avoir deux qui sont réalistes à réussir le même tour, ça n'arrivera pas si souvent. Fait que si on prend le risque de faire 2 tactiques de bataille puis on en rate une, on ne peut pas la réessayer dans le futur. Donc, il faut bien choisir les 2 tactiques de bataille qu'on essaie parce qu'on diminue notre nombre de tactiques de bataille qu'on va pouvoir tenter dans les tours suivants. Donc, C'est il y a une vrai. petite contrepartie à ça. Je déteste pas ce battle plan-là de mon côté. Ah, c'est pas fou. Ouais. C'est pas fou. Encore une fois, par exemple, les armées qui ont plusieurs bonnes battles tactiques dans leur livre, sur ce scénario-là, elles vont triper. Mais Vraiment. dans un Grand Tournament, c'est un scénario sur 5, puis Mhm. c'est habituel qu'il y ait au moins un scénario sur lequel tu dis, ouais, ça va être difficile pour mon armée. Je souhaite un match-up favorable. Ensuite, Jaws of Galet, le troisième nouveau Battle Plan, ne demande pas de Galatian Champion. Je ne suis plus certain, mais il y en a un qui ne demande pas de Galatian Champion. Il n'y a pas de bonus pour celui-ci. Alors, c'est particulier. On a un déploiement en L, dans le fond, tout le Oui. tour pour une armée, puis tout le tour pour l'autre. Ça laisse un beau carré vide au centre qui est un territoire neutre. On a, dans le fond, si on prend les 4 quarts, on a un objectif dans chacun des quarts et un objectif au centre. La particularité, c'est qu'à partir du deuxième tour, le joueur qui joue en deuxième peut décider qu'il y a un des objectifs qui disparaît. Alors, N'importe lequel. n'importe quel. Et ben, on avait déjà vu une règle similaire dans la saison 0, la première saison. Ça fait en sorte qu'on y pense à 2 fois avant de prendre le tour lorsqu'on a la possibilité de le faire. J'aime beaucoup avoir ce dilemme-là. Est-ce que je colle? Est-ce que je perds un objectif? Donc, moi, je l'adore. Liane, on a aussi joué celui-là, si je ne me trompe pas, contre les Ogres. Euh, Vraiment intéressant. Puis, en fait, tout ce qui vient amoindrir l'impact du double tour, ou du moins remettre en question, moi, j'adore. J'aime le nouveau déploiement un petit peu funky. On est capable de menacer rapidement un objectif, quand même assez profondément dans la zone adverse. Donc, ça amène des belles réflexions au niveau du déploiement. Moi, je l'aime bien. Oui, puis tu l'as dit, hein, les zones de déploiement sont vraiment repensées dans les nouveaux scénarios. Donc, ça va nous amener à repenser notre Mhm. manière de se déployer, hein, peut-être les habitudes qu'on avait prises dans la saison précédente. Donc, ça amène aussi de la nouveauté qui est intéressante. On a ensuite le quatrième Battle Plan, c'est Hours for the Taking. Alors, celui-ci, encore une fois, c'est un L. C'est particulier, dans le fond, ce qu'on se déploie. Dans le fond, chacun de notre zone, il y a une zone neutre au milieu. Mais de chaque côté, on peut s'approcher un petit peu plus de l'adversaire. Fait que pour l'avoir joué, celui-là, c'est un beau casse-tête de savoir est-ce que je vais être très agressif. Je vais me mettre le plus possible là, à 11 pouces du territoire ennemi pour pouvoir le charger dès que la partie commence, ou est-ce qu'au contraire, je vais aller me protéger mon côté parce que lui peut faire la même chose? Donc, comme tu viens de mentionner, Yann, tout à fait, ça nous oblige à repenser nos zones, nos déploiements. À un moment donné, ça devient un peu mécanique. On a comme, surtout des joueurs comme moi qui jouent Nighton Castle, tu as comme ta façon de déployer, tu regardes même plus ce que l'adversaire fait parce que ça n'a pas vraiment d'impact sur toi. Un scénario comme ça, tu es obligé d'y penser. Et on a 3 objectifs, un sur notre zone de territoire, une sur la zone de territoire de l'adversaire et une au centre, dans le fond, dans la zone neutre. La particularité sur celui-ci,
Dans le fond, c'est qu'on va faire un point de victoire quand on contrôle l'objectif qui est dans notre zone ou sur la ligne de notre zone, un point de victoire si on contrôle l'objectif du centre et 2 points si on réussit à contrôler l'objectif sur la zone de l'adversaire et un point de bonus si l'objectif du centre, on le contrôle avec un Galatian Champion qui conteste l'objectif. Donc, encore une fois, un petit bonus pour les Galatian Ouais. Champions. Ouais, puis je l'aime beaucoup celui-là, puis je pense que je vais l'inclure dans tous les tournois que je vais faire pour la raison suivante. C'est un plan de bataille qui vient, et c'est rare que ça fait ça, mais ça vient pénaliser les armées à faible nombre de pauses. Parce qu'on a vraiment une possibilité, on a une opportunité en fait d'être très agressif dans ce battle plan-là, se déployer vraiment à 11 pouces en fait de l'objectif en zone adverse pour un 2 points. 11 pouces, même pour une armée qui est peu mobile, c'est très proche. Euh, donc, en ayant moins de pauses, on est obligé en fait de se révéler. Est-ce qu'on va être plus défensif? Est-ce qu'on va être plus agressif? Et avoir moins de pauses, on peut réagir en conséquence. Donc, avoir un plan de bataille qui vient pénaliser le nombre de pauses, je pense que de mémoire, c'est le seul euh, qu'on a vu en fait à Age of Sigmar vraiment comme ça. Et ce qui est le fun, c'est qu'on a vu des scénarios qui pénalisaient, par exemple, qui enlevaient des règles. Entre autres, des règles de réserve, de téléportation. Ça vient jouer dans ton armée. C'est des règles que tu payes en points, entre guillemets, que tu payes dans tes War Scrolls et que tu ne peux pas utiliser. Là, c'est pas des War Scrolls, c'est un bataillon, c'est un nombre de postes, c'est un choix que tu fais. Donc, OK, oui, c'est une partie sur 5, par exemple, dans un tournoi de 2 jours, mais est-ce que je veux vraiment me dévoiler? Est-ce que c'est un gros désavantage, je trouve? Et je garde mon avantage de potentiellement décider l'initiative de la partie, mais en même temps, dans ce scénario-là, je me dévoile vraiment rapidement et l'autre peut vraiment se déployer en conséquence. Moi, j'aime ça. Ah oui, pour l'avoir joué, Alex, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment un casse-tête sur le plan du déploiement. Vraiment, c'est dans la lignée des autres choses dont on a parlé dans ce General Handbook-là. Je trouve que ça amène des nouvelles réflexions tactiques. Ça va demander aux joueurs à s'adapter. Donc, vraiment, encore une fois, ça va dans le sens du vent de fraîcheur qu'on a ici. Ouais. On passe au Battle Plan numéro 5, l'avant-dernier, Twist and Turn. Et là, j'espère que vous êtes réveillés, que vous avez toute votre, votre concentration, parce qu'il n'est pas facile. Je vous l'explique comme je peux. On est déployé en L encore une fois. On a une zone de déploiement en L. Ça fait que la zone du centre est une zone neutre et les coins sont des zones neutres. Et on a 5 objectifs. Première particularité de ce scénario-là, il y a 2 objectifs qui sont dans les coins de la table. Donc, dans le fond, il y a juste un quart de cercle pour les contrôler. Si on mettait un cercle, il y aurait juste un quart de cercle qui est sur la table. Ça fait en sorte qu'on se déploie, c'est très, très large comme zone. Et il y a 5 objectifs. Les 2 autres, bon, sont dans les cadrans là, au centre, puis un dans chaque coin. Fait que ça fait une belle petite ligne diagonale. 5 objectifs du coin jusqu'au centre. La particularité, je vais essayer de ne pas me tromper. Les objectifs commencent en étant tous actifs. Quand c'est ton tour, puis tu gagnes le contrôle d'un objectif, ou que tu as le contrôle d'un objectif, tu n'es pas obligé de l'avoir gagné ce tour-ci, à la fin du tour, tu roules un dé. Sur 4+, l'objectif que tu contrôles reste actif. Sur 1 à 3, l'objectif se désactive. Sauf si c'est un Galatian Champion, là, c'est sur 3+ qui reste actif, et sur 2 et moins, il se désactive. Ça fait que tu gagnes le contrôle, tu scores le point, mais après ça, il est désactivé. Le tour suivant, il sera peut-être pas actif. Peut-être pas. Parce qu'au début de ton tour, pour chaque objectif que tu contrôles, tu refais la même chose. Tu brasses. Sur 4 et plus, ton objectif désactivé s'active et sur 1 à 3, il se désactive. Donc, en fin de tour, tu brasses pour les objectifs actifs que tu contrôles, voir s'ils se désactivent. Et au début de ton tour, tu brasses pour les objectifs désactivés pour voir s'ils s'activent. J'ai Je mal veux à vous la entendre. tête. J'ai mal à la tête. Ben, en fait, ben, moi, ben, Yann, ben, peut-être commencer parce que vous l'avez joué, ça, je sais. Moi, je ne l'ai pas encore joué, là, mais allez-y. Oui, ben on l'a joué hier soir, en fait, la veille d'enregistrer la vidéo qu'on enregistre en ce moment, Vincent et moi. Puis, c'est pire que ça en a l'air, parce que non, non, c'est pas vrai. Non, c'est moins pire en fait que ça en a l'air. C'est pas si mal. Là. Rapidement, au début, les 2 premiers tours, on vérifie, mais après ça, rapidement, on prend l'habitude, puis on lance les dés. Ça ralentit pas énormément la partie non plus.
là où c'est pire que ça en a l'air, par contre, donc c'est moins pire que ça en a l'air sur le plan de la gestion de la partie, c'est Le pire que... bookkeeping. Exactement, le bookkeeping n'est pas si mal que ça. Ce qui est, en disant tantôt, c'est pire que ça en a l'air, j'avais en tête l'impact sur la partie. Ben oui. Donc, ça met un aspect aléatoire aux objectifs qu'on peut contrôler, qui va faire en sorte qu'on peut gagner ou perdre la partie sur des jets de dés sur 4+, sur de la malchance, beaucoup plus que sur l'aspect stratégique. Donc ici, j'aime vraiment pas ce scénario-là. Non, ben, je fais écho en fait, là. Puis c'est pas la première fois qu'on a des plans de bataille avec une peut-être plus facile à faire du bookkeeping que celui-là, mais des plans de bataille avec un facteur aléatoire Mhm. sur les objectifs. Puis moi, tu sais, vous avez une partie en tête, j'en ai une, sur un ancien scénario dont le nom m'échappe, là. Our Mais Strike, euh, celui où non, les objectifs tombaient autour. non, c'est pas lui. Ben oui, mais c'est pas lui que j'ai en tête, là. C'était, j'ai oublié le nom, mais c'est qu'il y avait trois au milieu, trois objectifs. Il y en Ah, avait un prioritaire qui avait 3 points à chaque ronde de bataille. Et j'ai une partie en tête où est-ce que ben, je me faisais lessiver en fait contre l'ami de la chaîne Pierre-Luc Héroux, mais je contrôlais un objectif, je contrôlais le tiers de la table, lui les deux tiers, mais j'ai toujours eu, c'était le même prioritaire toute la partie, et c'était celui que j'avais. Donc, une défaite sur toute la ligne s'est transformée en victoire éclatante pour moi à cause que j'étais à la bonne place. Donc ça, je trouve que ça récompense pas une bonne partie, ça récompense pas des bonnes tactiques. C'est de la chance. Puis déjà dans un jeu avec des dés, ben, plus on peut éliminer le facteur aléatoire d'une partie, ben, plus je trouve que c'est intéressant. Donc pour moi, c'est un hard pass. C'est pas, même si c'est plus facile à gérer que ça en a l'air, j'aime pas le caractère, la nature aléatoire de ce plan de bataille-là. je vais quand même donner une qualité à ce battle plan-là parce qu'on l'a essayé, puis exactement de façon anecdotique hier. Yann a perdu la partie par un point, mais il a tellement bien joué ses Sylvanettes, il se téléportait sur les objectifs. Moi, j'avais mon bloc de Nighton qui peinait à réussir à aller au corps à corps. Je pense qu'on est rentré au corps à corps en troisième round. Il a décimé mon armée, il me restait une unité et j'ai gagné par un point juste parce que les objectifs se sont activés au bon moment pour moi et ils se sont désactivés au mauvais moment pour Yann. Je ne méritais pas la victoire. J'ai vraiment été chanceux sur les objectifs. Fait Ouais. c'est un peu dommage, sauf que j'ai un côté positif. J'aime l'idée qu'il ait vraiment pris toute la diagonale parce que justement, une armée comme les Sylvanettes, qui cogne peut-être un peu moins fort que d'autres armées ou qui encaisse un peu moins, mais qui est très mobile, elle a vraiment pu exploiter sa force de façon magistrale. C'était beau à voir Yann jouer, de voir comment il se téléportait, il se déplaçait, il allait chercher les objectifs que je laissais libres. Dès que j'étais plus faible à un endroit, il frappait, prenait l'objectif, s'en allait. Fait que je trouve que c'est intéressant d'avoir pris les diagonales. Ils ont ratissé les tables, mais en ayant les objectifs dans les coins diamétralement opposés, ça fait en sorte que la mobilité, elle est récompensée. Et le dernier battle plan, c'est Position over Power. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, les zones de déploiement, on est juste sur la moitié. Dans le fond, il y a un quart de la table de chaque côté sur lesquels on ne peut pas se déployer et on a juste la moitié. Donc, chacun un beau petit carré, moitié de terrain et chacun un quart qu'on ne peut pas se déployer. Les objectifs, on en a un en plein milieu de notre zone chacun. Et on en a deux qui sont collés sur le bord de la table. Donc, dans le fond, on aurait juste un demi-cercle si on mettait un cercle d'objectifs. On a juste un demi-cercle. Et ces objectifs-là, il y a la règle landslide qui va faire qu'au début du quatrième round de bataille, les objectifs vont être retirés du champ de bataille. Donc, il va falloir revenir vers le centre pour contrôler les objectifs. Et ici, les Galatians, dans le fond, tu scores un point de victoire additionnel si les objectifs du flanc sont contrôlés par des Galatian Champions. C'est le petit bonus donné aux Galatians. Qu'est-ce que vous en pensez? On l'a joué lui aussi, Yann, toi et moi. Ce que j'aime vraiment de celui-là, ben, encore une fois, on a le même concept d'objectifs qui sont sur les lignes de démarcation de la surface de jeu. Donc, on a juste cette fois-ci un demi-cercle, en fait, là, sur les flancs. Et aussi, on a une zone de déploiement qui est beaucoup plus restreinte. Donc, pour des armées qui sont plus mobiles, OK, ça va. Pour les armées qui sont moins mobiles, ça fait un peu plus loin aller chercher dans les flancs. Puis, sachant on est sur un contre la montre, en fait, là, pour prendre les flancs qui vont glisser à la quatrième ronde, c'est bien. J'ai pas trouvé, en fait, j'ai trouvé assez standard pour vrai, un scénario honnête
qui offre encore une fois des belles réflexions au niveau du jeu, jusqu'à quel point je veux me commettre sur les flancs, sachant qu'on s'éloigne quand même de façon assez importante de notre bloc de départ. Donc, je pense que c'est un beau scénario, facile à comprendre, facile à jouer, avec des belles petits twists. J'aime bien. On a un incitatif à amener un Galatian Champion sur un des objectifs ou sur les objectifs Ouais. qui sont aux extrémités, sachant qu'ils vont disparaître, puis qu'on va avoir un Galatian Champion qui, au tour 3, va être, ou au tour 4, je ne sais plus à quel tour il disparaisse, là, va être assis sur un objet, il va être sur un objectif qui n'existe plus, loin sur le côté d'une table. Généralement, ces champions-là sont à pied, donc se déplacent pas très rapidement. Donc, on le sort un peu de la partie en faisant le pari que ces points de victoire de plus là, qu'on va aller chercher vont avoir valu le coup. Donc, c'est intéressant tactiquement. Mais encore une fois, comme on parlait dans un autre des Battle Plans, il y a un des aspects des champions qui est vraiment utile. Dans ce cas-ci, l'aspect qui fait une fois par bataille, tu peux le téléporter. Mhm. Ben, ça Mhm. permet de le ramener peut-être sur ton objectif à toi pour Exact. qu'il donne des buffs à ton unité. Donc, les aspects peuvent être utiles dépendamment du Battle Ouais, Plan qu'on joue. vraiment. Ou fait juste jouer Sylvanette. Aussi. C'est une autre stratégie. Euh, ben, de façon générale, je vous ai entendu, c'est quand même très, très positif, votre Ouais, analyse des Battle Plans. vraiment, vraiment. Puis ça, c'est Yann qui faisait l'observation lors de nos parties. Euh, Puis je pense que le plan de bataille qui a le plus grand nombre d'objectifs, c'est 5. Mhm. Alors qu'on en avait à 6, à 8 dans le précédent. À 6 et 8, certaines armées qui sont beaucoup plus défensives, plus castle, moins de mouvement, c'est très, très difficile. Donc là, à 5, puis même à 5, ils ne sont pas tous actifs en même temps. On en retire des fois également. Donc, je trouve que ça va être intéressant comme battle plan. Et personnellement, les armées que je joue, ça m'avantage un peu, donc je me plains pas. Ouais, si j'ai bien compté, on a deux objectifs sur les sur les 12 battle plans, pardon, on en a deux qui contiennent 5 objectifs, c'est ceux qui en ont le plus. Aucun des deux, en fait, n'a jamais 5 objectifs activés en même temps, sauf dans un cas, c'est seulement au premier tour. Puis dans l'autre cas, c'est au 5e tour qu'on peut avoir 5 objectifs d'activés. Donc, Exact. c'est pas un vrai 5 objectifs. Ensuite, les 4 objectifs, je pense qu'il y en a trois qui comptent 4 objectifs, dont deux de ces trois-là qui, encore une fois, a des objectifs qui vont disparaître ou qui ne seront pas activés en même temps ou ainsi de suite. Donc, on se retrouve finalement en réalité à jouer beaucoup sur du 2, 3 objectifs pendant une bonne partie de la partie. Donc, peut-être qu'à ce moment-ci, la mobilité est un petit peu moins, la capacité à se téléporter partout devient un petit peu moins forte. Donc, les joueurs qui jouent des armées comme Sylvanette, comme moi, il va falloir penser nos listes en fonction de ça. Ouais. Ceci dit, par exemple, comme je l'ai mentionné, il utilise quand même assez bien la table. Fait que Oui. des fois, même s'il y a juste trois objectifs, ils sont assez loin les uns des autres. Moi, ce que j'aime, parce qu'on a parlé de 6 battle plans sur lesquels on a insisté, mais les 6 autres, ce sont 6 battle plans qui étaient vus dans les tournois. Oui. Donc là, quand on va en tournoi, les organisateurs ont peut-être un 11 battle plans parmi lesquels ils vont choisir. Je pense qu'il y en a un ou deux qui vont être moins souvent sélectionnés. Mais là, ça va faire plus de variété parce que tu as mentionné, Yann, des joueurs comme nous qui jouons régulièrement puis qui ont fait quand même beaucoup de Grand Tournament puis de Tournament pendant l'année. À un moment donné, après 6 mois, ben, tu es un peu tanné de voir Prize of Galet puis les mêmes battle plans revenir. Là, je pense qu'on a une plus grande variété de battle plans qui sont jouables et intéressants. Alors, ça fait le tour pour la première partie du General Handbook, les battle plans, les habiletés, etc., etc. Maintenant, ce que tous les joueurs qui ont une ou plusieurs armées attendent, est-ce qu'il y a des changements de coûts en points ou des errata importants pour mon armée? Alors, première chose importante, les errata, il n'y a pas de nouveaux errata à part pour les Daughter of Cain, qui avaient des battles tactiques qui pouvaient leur permettre de faire 3 points au lieu de 2 s'ils étaient réalisés dans des conditions particulières. Là, ils ont enlevé ça, leur battle tactique, comme tout le monde, ils ont arrêté de tricher, ils font juste 2 points. Alors, c'est quelque chose qui était un peu critiqué par les joueurs, fait que je trouve que c'est un bel errata. Et sinon, il y a des gros changements de coups en points. On ne prendra pas le temps de tous les regarder, de regarder chacune des armées une par une. Vous allez les voir de toute façon, vous allez faire votre analyse. Mais on pensait faire un top 3 de nos changements les plus impactants positivement et des changements qu'on juge peut-être les plus impactants négativement. Donc, non seulement les changements de coups en points, mais peut-être aussi parler de ce qui est des changements importants via les règles des nouveaux Battle Plans, via les règles des Galatian Champions, quelles sont les armées qui sont avantagées, désavantagées. Alors, je commencerai peut-être par toi, Alex, tes deux top 3, ce qui est le plus positif et ce qui est le moins positif, selon toi, avec cette nouvelle saison-là.
Ouais, ben je vais aller, en fait, je vais commencer par mon bottom 3 si on veut, là, les trois armées que je pense qui vont être le plus impactés négativement dans ce GHB-là. Euh, je vais commencer avec ma troisième position, en fait, les luminettes. Les luminettes, je trouve que ils ont été pénalisés assez sévèrement au niveau des points. On avait déjà une hausse pour les unités de type Vanary, donc les lanciers, les archers qui sont maintenus dans cette mouture-là. Euh, mais ce qui a été vraiment frappé fort, c'est la portion Alaric. Donc, tout ce qui est Stone Guard, tout ce qui est Avalanor, Stone Mage. Et ça, c'était un peu la belle surprise, en fait, du nouveau Battle Tome qui était sorti récemment. C'était cette portion-là de l'armée qui avait été vraiment revampée à la hausse et qui, là, a reçu un bon coup de bâton au visage. Euh, donc, c'est sûr que c'est une liste qui a augmenté environ d'au moins 100 points pour la plupart des joueurs qui jouent une liste basée là-dessus. Et je pense pas que, tu sais, c'est une armée qui est relativement élite. Généralement, on va avoir un nombre restreint de modèles. Donc, si on veut avoir le petit edge, entre autres, que les archers avaient pour éliminer les héros ou les fameux Wind Chargers aussi pour avoir du tir, là, ça prend trois spots de bataillon. Euh, et déjà, fait que ça enlève beaucoup de possibilités, en fait, pour la construction d'armées. Donc, moi, je trouve que c'est une armée qui a mal vieilli présentement. Est-ce que l'armée est rendue mauvaise? Pas du tout. Mais c'est sûr que c'est une armée qui va avoir un peu plus de difficultés, si on veut, dans la nouvelle saison, qui n'ont pas tant ils ont quelques Galatian Champions, mais pas très, très endurants. C'est des buff pieces. Euh, on- les garder à un pouce des unités Battle Line va être un petit peu plus difficile quand même. Bref, je pense pas que ça synergise bien avec l'armée. En deuxième position, j'ai mis malheureusement Yann les Ogre Tribes qui ont eu un très mauvais passage, je pense, de par leur petit nombre de Galatian Champions qu'on va retrouver, mais également aussi la liste Iron Blaster là, qui avait fait couler beaucoup d'encre sur le web, qui non seulement en fait a subi un double contre-coup, en fait, là, une hausse en points significative, 30 points par canon, mais également le fait que tu ne puisses pas tirer les héros. Tu ne peux pas non plus les mettre dans un bataillon qui va te permettre de tirer les héros. Donc, ils deviennent soudainement beaucoup moins efficaces selon moi. Donc, je pense que c'est pas nécessairement un Battle Tome qui est fait sur mesure pour euh, un GHB qui est fait sur mesure pour eux. Et ma première position, mais je pense que ça va être notre première position à tous les trois, là, c'est les Sons of Behemoth qui en sortent les grands perdants. En fait, déjà en partant, l'armée se bloque de 4 tactiques de bataille sur 8. Leurs tactiques dans leur livre ne sont pas fantastiques. Donc, faire des tactiques pour eux, ça va être difficile. Faire des points additionnels dans les différents plans de bataille, ça va être impossible. Donc, je pense que malheureusement pour les Sons of Behemoth et les joueurs qui aiment les jouer, ça va être une saison un peu plus compliquée pour eux. Ouais, de mon côté, pour mon bottom 3, Alex, je partage ton bottom 3, tes trois grands perdants. J'en ajouterai un qui est peut-être un peu moins perdant, sont les Daughters of Cain. Daughters of Cain parce qu'ils ont subi deux nerfs importants. Donc, le premier, c'est un nerf, bon, important, pas extrêmement important, mais il est quand même là. C'est celui que Vincent a mentionné. Donc, on ne va plus chercher de points de victoire supplémentaires sur certaines tactiques de bataille. Le deuxième, c'est une augmentation systématique des coups en points de la liste dominante. C'était la liste en Zentarkai où on jouait donc notre Moratti qui a augmenté de coups en points. On jouait les deux héroïnes, Mélusaille, la Mélusaille, la Méduse en héros, ont augmenté toutes les deux de coups en points. Nos Blood Stalkers, donc les Mélusailles de combat, ont elles aussi augmenté en termes de coups en points. C'était une liste qu'on pouvait facilement mettre en une seule pause. Maintenant, si on veut que nos Bloodstalkers, donc nos Mélusailles qui tirent, puissent tirer les héros, on doit prendre le bataillon approprié. Donc, on ne peut plus aller en une seule pause. Donc, la liste a augmenté énormément sur le plan sur le plan du nombre de points. Les Kinérailles aussi ont augmenté en termes de coups en points, celles qui étaient jouées, celles avec les javelots. Donc, augmentation de la liste gagnante de coups en points qui est vraiment importante. La liste doit changer et plus de difficultés à faire des points, plus de difficultés à être en une pause si on veut pouvoir tirer les héros adverses. Donc, vraiment gros nerf pour les Daughters of Cain aussi.
Du côté des Ogre, je suis d'accord avec toi que c'est un très, très gros nerf. Je pense, on est plusieurs joueurs d'être d'avis que la liste de canons est encore jouable. Seulement, on a carrément une unité de moins. On parle, la liste à 4 canons, c'est 120 points de plus. On avait deux unités de Gnoblar, c'est 40 points de plus pour les deux unités. Donc là, c'est vraiment une unité de moins qu'on peut jouer, mais plusieurs joueurs Ogre, en tout cas sur les groupes Facebook, tout ça, sont d'avis que ça demeure la meilleure liste Ogre, la liste de canons en Undergut. Est-ce qu'elle va dominer autant qu'elle a dominé pendant ces 2 semaines de gloire? Je ne sais pas. Personnellement, pour avoir affronté les canons, j'en ai déjà affronté trois. Mais j'ai eu un fun limité, fait que 4, j'imagine même pas. Fait que je sais pas. Je sais que c'est un nerf, mais je sais pas. En fait, le plus gros nerf, c'est vraiment qu'il ne peut plus cibler les héros présentement. Mhm. Je pense que c'est Ouais, vraiment ce qui leur a fait le Oui, plus mal parce qu'il clairement. fallait qu'il y ait une hausse de points en point. Là. La liste à 4 canons, c'est un peu c'est vraiment pas le fun à affronter. Je veux dire, tu te fais tirer, tu te fais sortir de la table avant même d'avoir avancé. Moi, j'ai pas beaucoup de négatifs, en fait, à part ceux que vous avez déjà mentionnés. Petite note sur les Soul Blight, puis même là, c'est teinté de positif. On peut recommencer à jouer notre petit Necromancer avec le Vampire Lord, puis les gros blocs de zombies. Ça redevient Mhm. jouable parce qu'il n'y a plus de Hunter. Fait que 60 points de zombies, même si ça n'a pas de save d'armure, ça survit à quelques charges, donc on peut faire de quoi. Fait que ça, c'est revenu, ça, c'est positif. Mais dans les hausses de coups en points, on a Manfred qui a monté de 20 points, les Blood Knights qui sont pas bons, si bons que ça, du moins, qui ont monté encore de 5 points. Je dis pas qu'ils sont pas bons, ils sont jouables, mais c'est rendu une cavalerie à 200 points qui cogne pas si fort que ça. Il cogne un peu sur la charge, mais après ça, elle cogne plus. 5 points de plus, Neferata, Prince Vardrai. Ce que je reproche, c'est que Soul Blight sont vraiment dans le milieu du Fat Middle. Et là, Vraiment. tout ce qui était joué, et qui parfois réussissait à percer un peu, a monté. Et ce qui a baissé, c'est des unités qui n'étaient pas jouées pour des bonnes raisons, c'est qu'elles sont pas jouables. On n'a pas de points pour balancer. Et là, je regardais certaines listes que je m'étais amusé à faire dernièrement, puis là, je suis comme, j'ai un petit 5 points au-dessus, il faut que j'enlève quelque chose. Fait que j'ai trouvé que pour une armée qui était au milieu, je comprends que Manfred est monté parce qu'il était vraiment très très joué, mais il aurait peut-être fallu rebaisser les zombies d'un 5 points pour pouvoir compenser. Fait que, bref, c'est Ouais. mon petit bémol là, pour ajouter à ce que vous dites. Mais dans l'ensemble, moi, ce que j'ai vu pour mes armées, principalement, là, j'ai tout regardé, mais j'ai plus analysé les miennes. C'est quand même bien. Il y a des armées comme Korn, on aimerait plus de changements et tout, mais on sait que les Battle Tomes s'en viennent puis sont dus pour un nouveau Battle Tome, donc il faut juste être patient. Maintenant, on passe à ce qui est positif. On va finir sur une note plus agréable. C'est quoi votre Ouais. top 3? Puis cette fois-ci, là, je vais commencer avec Yann. C'est quoi ton top 3 là, des changements positifs selon toi? mais mon top 3, je vais me concentrer sur ce que je connais un peu plus. Je sais qu'Alex va probablement avoir d'autres éléments à apporter, et toi aussi, Vincent. Donc, pour moi, le premier top 3, ce serait les Sylvanettes, parce que ils ont eu des baisses de coups en points systématiques. Donc, les Sylvanettes aussi sont une armée qui a un taux de victoire d'environ 50%, euh, comme les Soul Blight, mais contrairement aux Soul Blight, le rééquilibrage interne, c'est fait par une baisse de coûts en points avec très peu de hausse de coûts en points significative. Donc vraiment, on a eu des baisses de coûts en points importantes. Le Treelord Ancient a baissé de 30 points. Le Treelord a baissé de 30 points. Le Spirit of Durtu, qui est pourtant très joué, a baissé de 20 points. Donc des baisses de coûts en points significatives. J'ai plusieurs de mes listes qui ont perdu 80 à 100 points. Donc, c'est carrément une unité de plus ou un sort persistant de plus que tu peux rentrer dans la même liste que tu jouais avant, sans gros côté négatif. Donc, peut-être le côté négatif dont on n'a pas pris la pleine mesure, c'est à quel point le fait qu'on joue sur un nombre d'objectifs plus réduit va pénaliser les Sylvanettes, dont une des principales forces est la mobilité. Mais ils ont accès à des bons aussi, Galician Champion, c'est positif pour les Sylvanettes. Le deuxième point positif, j'ai le goût de le faire en souriant, c'est pas, c'est du côté des Cities of Sigmar, en fait. Parce qu'on a vu qu'il y a eu des baisses de points points systématiques pour toutes les unités des anciens Dark Elves du Warhammer Fantasy Battle. Donc, je sais que c'est une armée, moi en tout cas, c'est une armée que j'ai jamais possédée, mais que j'ai toujours admirée. Et je sais qu'il y a Mhm. beaucoup de joueurs qui ont encore leur armée Dark Elves sur les tablettes. Fait que là, s'ils continuent à baisser les coûts en points à chaque GHB, parce que c'est pas la première fois que ces unités-là voient leurs coûts en points baisser, à un moment donné, on a peut-être quelqu'un qui va trouver une liste jouable, voire même peut-être compétitive. Donc, c'est amusant de voir que
que les Dark Elves ont tous perdu des points là, de manière significative. Je serais curieux de voir s'il y a quelque chose de bon à faire avec ça. J'ai des doutes, mais quand même, ce serait amusant de voir des hydras, des hydres, là, des War Hydra sur le champ de bataille et ces superbes pièces d'une autre époque. Puis pour mon troisième choix, je vais y aller avec une des armées qui est les miennes, parce que comme Vincent, j'ai peut-être un peu plus porté attention à celle-là. C'est les Cold Boys qui voient encore des baisses de points en points sur presque toutes, en fait sur plusieurs de leurs unités. On a des baisses de points en points sur le Gut Rippers. On venait d'avoir au GHB précédent, ou en fait au Battle Scroll précédent, une baisse de quoi en points de 20 points. On a un autre 10 points. Donc, en quelques mois, c'est 30 points de moins sur notre unité Battle Line. On a eu des baisses de quoi en points sur des héros. On a eu dont nos Galician Champions ont tous perdu, tous baissé de quoi en points. Les Cool Boys, c'est quand même une armée qui a plusieurs bons Galician Champions, en particulier les chamans, en fait. Donc, je pense qu'on va avoir des listes qui vont peut-être jouer 3-4 chamans qui peuvent maintenant lancer un sort en plus d'utiliser leur poison ou leur élixir. Donc, un beau petit up pour les Cool Boys. Ça, j'étais content. C'est pas les plus gros ups. Je pense que Alex, Vincent, vous allez pouvoir parler d'armées qui ont subi peut-être des plus gros bonus. Mais de mon côté, dans les armées qui m'intéressent le plus, c'est vraiment des éléments positifs qui ressortent. Ben moi, j'ai dans mon top 3 en fait, ça va être un top 4 là. Je vais mettre en troisième position deux armées ex aequo. Je vais mettre les Skaven et les disciples de Zinch Mm. comme gagnants. Les Skaven, ben d'un, des baisses en points assez significatives. Entre autres, on parle d'un 45 points sur la cloche hurlante. Donc, il est à 280 points avec un magicien dessus, avec une protection, avec tout ce que ça amène. C'est vraiment Ouais. intéressant. Euh, et c'est une armée qui va quand même bénéficier aussi beaucoup des règles de champion de Galais. On a quand même plusieurs petits héros intéressants, entre autres un Master Molder qui peut ramener des rats ogres, par exemple, assez facilement. Euh, donc, cette fois-ci, on peut le protéger beaucoup mieux. Donc, il y a quand même, je trouve, c'est une armée qui va bien profiter quand même de cette nouvelle saison-là. Zinch, en fait, c'est pas tant au niveau des baisses en points de l'armée où est-ce qu'ils vont tirer leur épingle du jeu, c'est le fait que ben, ils vont bypasser en fait le bonus principal de la saison, c'est-à-dire Ouais. de ne pas tirer les héros. Oui, Zinch, on s'entend, les listes traditionnelles vont avoir des horreurs, vont avoir peut-être quelques acolytes aussi qui vont avoir des attaques de tir, mais ultimement, comment on fait notre dommage? C'est par la magie. On peut vraiment, tu sais, submerger l'adversaire avec notre magie. Puis, ben, c'est comme ça qu'on va pouvoir éliminer les petits héros, éliminer les champions de galets. Ben, pour des plans de bataille, c'est vraiment intéressant. On a nous-mêmes quelques magiciens qui sont intéressants à ce niveau-là. Donc, je pense que Zinch est une armée là, avec les nouvelles règles qui va pouvoir bien performer aussi. J'ai déjà peut-être deux petites réactions, Alex, sur les Oui, Skaven. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, petit bémol, hein, il y a certaines unités qui étaient jouées qui ont pris des coups en points, notamment, on peut penser tu sais, à Tankwall, qui est beaucoup joué oui, dans certaines listes, qui a augmenté, je pense, de 15 15 points, points. si ma mémoire est bonne. Donc, petit bémol, mais dans l'ensemble, je suis très d'accord que c'est une armée qui profite là, Ouais, des changements. Puis ce que tu disais sur Tinge, puis la capacité à éliminer les Galician Champions via la magie, c'est un point que j'ai oublié de mentionner concernant les Sylvanettes, parce qu'eux ouais, aussi sont capables d'envoyer des blessures mortelles via la magie de manière assez généreuse. Donc, tout à fait. autre point positif là, pour mes Sylvanettes dont je parlais tantôt. Tout à fait. Comme deuxième choix, Vincent, je vais te faire plaisir, les Night Hunt. Euh, je pense que justement le fait que les héros, on s'entend que les Night Hunt ont besoin de leurs héros de support, c'est une force de l'armée, être capable de les protéger justement du tir adverse ou forcer l'autre à avoir le bataillon là, des tireurs d'élite. Je pense, encore une fois, je pense que c'est pas tout le monde qui va le faire. Puis Night Hunt, c'est une armée qui est tellement polyvalente actuellement, qui peut jouer très bien contre à peu près n'importe qui, dans à peu près n'importe quel scénario. Donc, je pense qu'ajouter une petite couche de résilience en plus à leur buff, à leurs avantages, je pense que c'est très, très pertinent. Et mon top 1, ben, Yann, ce sera pour toi aucune surprise parce que tu les as affrontés à quelques reprises. Malheureusement pour toi, j'ai envie de dire, mais c'est mon armée actuellement, en fait, là, mon armée de cœur, si on veut, c'est les Fire Slayers. Je l'ai joué, j'ai joué quand même 6 batailles
avec le nouveau GHB, dont 3 contre toi. Et je pense qu'après chaque partie, ta réaction était la même. Il dit, j'ai pas ce qu'il faut pour les sortir. Je suis pas capable de, j'ai pas. Et en fait, les Fire Slayers vont bénéficier du nouveau GHB de toutes les façons possibles. Les trois, les trois grands changements du GHB, ils vont en bénéficier. Baisse en points. Donc, je regarde ma liste. Elle a baissé d'environ 90 points, si je ne me trompe pas. Autant les. Et c'est des baisses de points sur des unités qui sont jouées. Donc, des fois, on a des baisses de points qui sont cosmétiques. Tantôt, tu faisais allusion aux unités de Dark Elf. On baisse de points pour dire, ouf, on a vraiment baissé ça. Oui, personne n'y joue. Mais tu sais, 10 points sur les Volkites, 5 points sur les Earthguard Berserker. Il y a des baisses significatives sur des unités qu'on retrouve dans toutes les listes. Donc, ça, c'est un très bon avantage. Deuxième avantage, le fait que les héros ne peuvent pas être ciblés et on s'entend les Fire Slayers. Oui, j'ai des héros sur Magmadrot qui sont davantage plus un piège que d'autres choses, mais tu sais, on peut jouer beaucoup de héros qui sont des champions de galets. 5, 6, c'est pas rare. Et surtout que l'impact de ces héros-là sur le reste de l'armée, c'est tellement important de garder ces héros-là. Donc là, c'est vraiment une protection additionnelle. Le fait aussi perdre Bounty Hunter va aider beaucoup. Et finalement, les plans de bataille, le fait qu'on n'ait plus de plans de bataille avec du 8, du 6 objectifs pour une armée qui est très peu mobile, qui va souvent rester en château pour justement diffuser tout ce qui est amélioration. Donc pour moi, pour avoir joué, c'est sûr que c'est très biaisé, mais c'est mon expérience. Je pense que c'est une armée qui va être très, très dure à tasser. Puis tu le disais, Yann, après chaque partie, tu me posais la question, mais contre quoi tu vas avoir de la difficulté? Puis les deux, on réfléchissait, dit, ben Nighton, parce qu'il peut donner du strike last, puis bon, peut-être qu'il donnait à cause de mobilité, peut-être Zinch, mais en même temps, il n'y a pas un match-up que je me sens démuni. Il n'y a pas un scénario que je me sens démuni. Donc, et ça, je pense que ça augure bien pour moi, là. Alors, ça va être à moi les 3 points positifs. Je vais commencer avec ce que tu as mentionné, les Night Hunt. Là, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Ça fait les 6 derniers mois, depuis le dernier General Book, c'est avec les Night Hunt que je fais mes tournois. L'armée, elle est très compétitive, je pense. Elle se place très bien. Elle est fun à jouer. Euh, Ben, elle est encore bonne. Elle a subi des petits hausses de coups en point, hein, ce qui est un nerf apparent parce que sur des unités comme les Spirit Torment, les Spirit Oaths qui sont joués. Mais comme tu l'as bien mentionné, Alex, le GHB les favorise tellement parce Ouais. qu'on a plein de Galatians qu'on veut jouer. Et nous, on a la chance de les envoyer au corps à corps avec des Spirit Oaths qui sont leur bodyguard, donc ils renvoient les blessures sur 3+. Et là, si l'adversaire en plus ne peut pas les tirer, ça devient très, très difficile de sortir nos Galatians. Donc, les battle plans sont faits pour favoriser, dans le fond, les Nighton. Ça vient compenser les petites hausses de coups en point qu'on a eues qui font mal un petit peu. Ensuite, les autres grands gagnants, puis ça, c'est chapeau à Games Workshop, ils ont été audacieux dans certains changements de coups en point. On voit des changements de coups en point de moins 55 points, moins Mhm. 45 points, même moins 20 points. Et j'aimerais mentionner justement, Games Workshop a regardé quels sont les gros héros du jeu qui ne sont pas joués parce qu'ils sont trop chers et on a fait des changements significatifs. C'est peut-être pas assez pour les rendre compétitifs, mais au moins un peu plus facile à rentrer dans les listes que j'appellerais casual compétitives, des listes avec lesquelles tu peux avoir du plaisir, même si tu ne penses peut-être pas faire un 5-0 à moins d'être très chanceux. Alors, le premier, à tout seigneur, tout honneur, c'est le dieu suprême de Age of Sigmar. Nagash a baissé de 55 points. Euh, il est encore trop fragile selon moi, 16 points de vie, il n'y a pas de ward contre les blessures normales, il est sur une save à 3+. Aujourd'hui, dans le méta, ça ne survit pas. Il ne se guérit plus comme il pouvait se guérir à une certaine époque en OBR. Mais moins 55 points, ça fait que ça permet de rentrer dans les listes des unités qui ne rentraient pas avant. Là, j'ai fait une petite liste sur le blind, je me disais que ça va être le fun à jouer. C'est sûr que de Nagash, il y a des adversaires qui ont la capacité de le sortir beaucoup trop rapidement au tir ou autrement. Mais moins 55 points, au moins c'est significatif. C'est pas un changement de 20 points qui ne change rien sur nos constructions listes. Ça permet de construire une liste autour qui est plus le fun. Dans la même veine, moins 50 points pour le Glotkin. Le Glotkin, je l'ai affronté en tournoi, puis il était déjà, même s'il valait cher à 700 points, c'est une pièce qui peut être vraiment embêtante. Il est dans une armée Nurgle qui est bien positionnée à l'heure actuelle dans le méta, même si les mouches ont monté le coup en point parce que ça faisait un gameplay qui n'était pas tant agréable, ni pour le joueur, ni pour l'adversaire surtout.
reste que l'armée est bien positionnée. Et là, Vlotkin à moins 50 points, ben, ça se réfléchit. Et l'adversaire qui l'avait emmené en tournoi m'avait battu avec son Glotkin. Fait que je pense que là, à moins 50 points, on va peut-être en revoir un petit peu plus. Alors, il y a des unités comme ça. Je pense au Night Hunt aussi, leur chariot, là, le Black Coach, qui est magnifique. Puis tout le monde, quand on l'a vu, on a fait, ben voilà, non, ça n'a aucun sens. Ça cogne pas assez pour une bébite de plus de 300 points. Moins 45 points sur le Black Coach, c'est significatif. Est-ce que il est rendu le choix optimal? Je pense pas. Je pense pour le même nombre de points, on prend un bloc de Blade Guys, ça cogne plus, c'est plus efficace. Mais là, à moins 45 points, ça se rend bien dans une liste casual compétitive. On peut l'entourer avec des meilleures unités parce qu'on a 45 points de plus dans notre liste. Bref, il y a quelques héros comme ça qui ont eu des gros changements et je trouve ça, j'applaudis. Catacross aussi chez les OBR, je pense que c'est un moins 20 points qui se combine à toutes les baisses de coups qu'il y avait eu déjà. Donc, plusieurs héros qui ont eu des changements significatifs. Bravo Games Workshop. On veut les jouer. On achète une armée souvent parce qu'il y a un ou deux héros qui sont au centre de l'armée qu'on veut jouer. Donc, bon choix. Et mon Je top vais me 1. permettre avant, Vincent, Oui. je vais me permettre un petit ajout là-dessus. C'est un inside. En fait, pour tous les joueurs Caradron out there, comme on dit, euh, ce fameux Brock Grongson, avec son chapeau de forme et ses pistolets dans sa moustache. C'est un running gag, en fait, dans la communauté Caradron. C'est Brock, je pense, dans le premier livre Caradron, en fait, dans le livre actuel, là, si je ne me trompe pas, est environ à 300 points. Il y a eu à chaque occasion des baisses de points. Il est maintenant rendu à 160 points, une baisse de 40 points. Et lorsqu'on en discutait dans les réseaux Caradron, on dit hey, enfin, on va pouvoir jouer Brock. Ah non, finalement, non. Il n'en vaut pas la peine parce qu'il est figé, il est fixé dans une sous-faction qui est nullement une faction de corps à corps, alors que son habileté, c'est de faire relancer les charges des unités de sa sous-faction que tu n'auras pas. Donc, c'est une habileté qui est absolument inutile. Donc, même à 160 points, parce que ce qui est le gag aussi, l'Endrin Master avec le dirigeable a également baissé de 20 points pour aller à 160 points. Donc, les deux ont le même nombre de points. L'autre, tu peux avoir l'artefact, le trait de commandement à la sous-faction. En tout cas, bref. Fait que c'est juste un petit inside pour tous les joueurs Caradron qui nous écoutent. Mais ça, c'est un élément en fait important. On voit que Games Workshop ont compris enfin que les personnages uniques, nommés, étaient souvent moins bons que Ben leurs oui. contreparties non nommées. Je pense que ça a été même dit dans une vidéo MetaWatch sur le site de Games Workshop, parce que on peut pas leur donner d'artefacts, on peut pas leur donner de traits de commandement. Donc, puis souvent, les habiletés particulières qu'ils ont comme personnages uniques compensent pas pour l'artefact Non. puis le trait de commandement. Donc, enfin, ça a été compris, puis on a vu des baisses de points systématiques sur la plupart des personnages uniques. Mini parenthèse, je ne détesterais pas voir un peu à l'instar de Warhammer 40 000 pour les héros nommés. Donc, ils ont automatiquement un trait de commandement de la liste des Mhm. traits de commandement qui est inclus. Donc, Ben, peut-être qu'éventuellement, on pourrait voir une mécanique comme ça aussi. Ou est-ce que, ben, c'est ton général, mais j'ai pas de trait de commandement, ben, on pourrait en donner un qui fit avec sa personnalité, si on veut, là. Ouais. Alors, belle parenthèse. Et puis, sur les héros d'armée, en passant, il y en a maintenant quelques-uns qui sont moins chers que leur version générique. Fait que Games Ouais. Workshop a vraiment réalisé, puis ça se voit en termes de coût en points. Et je terminerai mon top 3 juste avec un top 1 qui est encore une fois pas du côté compétitif, mais pour les joueurs qui ont l'armée. Regardez le tableau des bases de coût en points sur Slanesh. Tout est vert, à part Sigval qui a mis un plus 5 parce qu'il fallait qu'il mette du rouge en quelque part, une augmentation. Tout le reste a diminué et des diminutions de 10-20 points sur certaines unités. J'ai fait des listes rapidement et ça permet de rentrer carrément une nouvelle unité de plus. Une unité de plus en Slanesh, ça veut dire une unité de plus qu'on peut blesser pour se faire des points de dépravation. Parce que oui, nous, quand on joue de Slanesh, on pense à blesser nos unités plutôt qu'à faire du dommage aux autres. On aime ça en faire aux autres aussi, mais c'est optionnel. Fait que je trouve ça intéressant parce que Slanesh a un petit peu de difficulté dans le méthode actuel. Je pense que c'est une armée qui a besoin d'un nouveau Battle Tome, mais beaucoup, beaucoup de changements de coup en point. Peu importe la liste que vous aviez, c'est à peu près certain que vous avez gagné une quantité significative de points, soit pour rentrer un spell de plus, soit pour rentrer carrément une nouvelle unité. Donc, Games Workshop ici a été très généreux avec Slanesh. Là. C'est la fête pour les suivants de Slanesh.
Ah, ben ça fait le tour de notre revue de ce nouveau GHB, de cette nouvelle saison dans laquelle on va se lancer très bientôt. Alors, ben, les gars, peut-être dernier mot en terminant sur vos impressions générales. Vite, vite, Yann, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu retiens? Mais moi, ce que je retiens, c'est vraiment la nouveauté. Un peu comme je disais en introduction, ça apporte un vent de fraîcheur, ça apporte une nouvelle dimension tactique, stratégique dans la manière de construire nos listes, dans la manière aussi de jouer la partie, notamment les zones de déploiement qui sont différentes qu'elles étaient. Donc, on a des nouvelles zones de déploiement, donc vraiment vraiment un beau Battleton, puis un beau General Handbook, pardon, et aussi ben, des bases de coups en points qui sont bienvenues. Donc, Games Workshop continue à travailler très activement à améliorer l'équilibre du jeu, autant entre les armées qu'à l'intérieur des Battletomes. Donc, splendide. De mon côté, ce que je retiens en fait, c'est on n'a pas d'éléments irritants majeurs, je pense. Mm. On n'a pas refait l'erreur de Bounty Hunter, d'avoir quelque chose qui est tellement fort, tellement bon, une mécanique qui n'est pas très agréable à affronter. Euh, donc, je pense que les ajouts sont intéressants. Je pense que ça va, comme Yann, tu l'as dit, ça va brasser les cartes un peu, ça va nous faire réfléchir encore, mais sans tout bouleverser, ce qui est vraiment très pertinent. Euh, Puis j'ajouterais en fait que, ben, ça, je pense que c'est une évidence pour tout le monde qui est dans la communauté OS un peu compétitive. On est vraiment en train de tester pour la V4. On est vraiment en train de tester des règles. Je ne serais pas surpris qu'éventuellement, dans un futur General's Handbook, on teste peut-être est-ce qu'on va retirer le double tour? Exemple. Tu sais, est-ce que je ne serais pas surpris qu'éventuellement ça pourrait venir comme règle de saison? Je suis curieux jusqu'à quel point on va maintenir le rythme d'un GHB aux 6 mois. Moi, je suis sceptique. On dirait que j'y crois pas tant, du moins pas à long terme, parce qu'à un moment donné, c'est parce que t'as beau modifier tout, mais c'est que c'est des changements qui amènent des décisions financières aussi, là. Donc, ah ben, je vais acheter telle unité, je vais faire. Donc, je sais pas jusqu'à quel point ça peut être soutenable, puis d'avoir des règles, puis des thématiques. Puis... Donc, moi, je pense vraiment qu'ils testent des choses pour la V4, qu'ils sont en train de voir qu'est-ce que la communauté pense. Mais j'ai un feeling que ça ne durera pas. Intéressant. Ben moi, je vais faire du pouce sur ce que tu as dit, Alex. Ce que je retiens vraiment, c'est que pour la plupart des armées, si on fait exception peut-être d'une armée comme les Ogre qui jouaient sur des canons pendant un certain temps, qui ciblaient les héros, là, la majorité des armées, on va pouvoir les jouer telles qu'elles sont supposées d'être jouées. Alors que dans le dernier General Handbook, il y avait des armées qui pouvaient tout simplement pas être jouées comme elles devaient Mm. être jouées à cause de Bounty Hunter Ouais. notamment. Et dans la version précédente, les monstres étaient tellement impactants que ça favorisait ou ça contraignait certaines créations de listes. Là, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, c'est le General Handbook qui contraint le moins notre construction de liste. On va pouvoir jouer notre armée comme on a envie de la jouer parce que ben, il y a plein d'habiletés intéressantes, mais rien qui nous rentre dans un moule, qui nous force une certaine construction. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment positif. Et dans l'ensemble, je pense que c'est clairement le meilleur GHB qu'on a eu jusqu'à maintenant. Je J'ai partage. vraiment très, très hâte à cette saison-là. Les joueurs Sons of Behemoth sont probablement un peu en désaccord avec ça, mais pas les Oui, Légèrement. seuls pénalisés. oui, oui, ça c'est vrai. Moment de silence pour les Sons of Behemoth. Voilà, c'est fait. Écoutez, c'est une armée tellement particulière, je serais pas surpris qu'il y Ouais. ait un errata ou quelque chose, là, des notes particulières sur comment la jouer dans ce GHB-là, mais je pense qu'ils vont avoir à peu près avec toutes les GHB la même question à se poser. Qu'est-ce qu'on fait avec les Sons of Behemoth? Ils sont tellement particuliers comme armée par Ouais. rapport à tout le reste des OS. C'est le prix à payer pour jouer une armée si différente, mais magnifique à la fois. Alors, ça conclut notre analyse du General Handbook. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, un petit pouce en l'air. Puis si vous n'avez pas aimé, un petit pouce en l'air pour qu'on se force à faire mieux la prochaine fois. Peu importe, cliquez, s'il vous plaît, ça nous fait vraiment du bien. Ça permet un peu plus de visibilité à la chaîne. Et sur ça, on vous souhaite bon wargaming.